messieurs, Shabbat Tov, Shabbat Shalom. Donc au nom de la communauté, bienvenue à tous, en particulier toutes les personnes qui fréquentent pas habituellement la communauté. Rabbi Daniel Abdellah, qui est le rabbin de la communauté, demande de bien vouloir l'excuser. Il est en préparatif d'un heureux événement de mariage pour son fils, donc ce soir. Ravi Shai, souhaitez-vous que les questions éventuelles soient réservées pour la fin? Oui. Voilà, donc on laissera Ravi Shai décliner tous les aspects de la conférence, qui est certainement très très intéressante, ne serait-ce qu'à partir du titre et du thème qui nous est proposé. Et donc les questions, on les réserve éventuellement pour 10-15 minutes vers la fin. Une intervention de quelle durée environ pour vous? Ça dépend, je suis tunisien, ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps, donc... À peu près une petite heure, une heure et quart. Parfait. D'accord. Bakasha. Quelques minutes. Je fais un peu d'ordre là-dedans. Parce que... Bon, Hachem, c'est pas un sujet qui m'a inconnu. Ça fait des années que j'écris là-dessus. Et j'ai réuni quelques-uns des articles qui ont été écrits, qui ont été mis sur des sites à la Rabbanout, sur des sites de Yeshivot et de Kolélim, et qui ont été repris, qui ont été écrits par mes soins et par les soins d'autres rabbanim avec lesquels j'ai eu l'occasion de collaborer sur la question. Et Baruch Hashem, vous voyez le nombre de pages que ça peut faire. Je bénisse. Donc, voilà. Juste. Exactement. Et Zrat Hashem, je mets un peu d'ordre là-dedans. On voit, commencer. On voit premièrement que Baruch Hashem, on voit que le judaïsme par rapport aux autres civilisations était quand même en avant-garde sur le statut de la femme par rapport à l'homme. À savoir, il y a un point extraordinaire, une question qui revient souvent et qu'on me pose, Baruch Hashem, on me dit comment il est possible qu'aujourd'hui il y ait des avrechim qui restent au collège pendant que la femme elle travaille. C'est une bonne question. Et les gens très souvent ils ne savent pas quoi répondre. Et il y en a qui vont dire non, c'est le Chazonish. C'est le Chazonish, après la Shoah, pour repeupler, pour redorer le blason de la Torah, qui a fait une takana. C'est faux. C'est faux, c'est pas du tout ça la version. Dans Masechet Kiddushin Daf Lamed Dalet Amud Bet, on nous rapporte une Gemara entre les Chachmei Bavel et Chachmei Israël. Gemara. C'est quoi la machloket? Et ça va plus loin parce que le Ran, qui n'est pas un Ashkenaz, c'est un Rishon Séfarad. Il va trancher la question de façon unanime. Et par la suite, on verra que tous les poskim, que ce soit le Gaon de Vilna, Rabbi Akiva Eger, et Shulchan Aruch lui-même dans le Even Haizer, vont être d'accord avec le Ran. Et tous les poskim et tous les Rishonim vont suivre le Ran. De quoi on est en train de parler? C'est quelle machloket? Elle est extraordinaire la machloket. J'espère que vous êtes bien assis. Il y a une machloket comme ça dans la Gemara, où on explique qu'un homme, lorsqu'il se marie, il a différentes obligations vis-à-vis de sa femme. She'era kisuta ve'onata, obligation que tout le monde connaît, obligation de nourrir sa femme, de vêtir sa femme, et bien sûr d'épanouir sa femme, et dans le cadre de l'intimité conjugale, et sur le plan moral, ce qu'on appelle onata. D'accord? Donc le mari doit tout faire en sorte que sa femme soit épanouie. Donc de là on comprend que l'obligation de la parnassa, elle est forcément sur l'homme, et c'est vrai. Maintenant, il y a une question qui va être extraordinaire par rapport à ça. On voit que les Chachmei Bavel, ou à leur époque, il faut savoir que quasiment 70% du clan d'Israël était en Babylonie, à l'époque de la Galoute Bavel, alors qu'il y avait les maîtres en Israël. Donc le Rav du clan d'Israël était en Babylonie. Et les Chachmei Bavel, ils ont dit une chose extraordinaire. Un psak que tout le monde a suivi. Qu'un homme, au moment de se marier, il devra choisir pour épouse une femme active, capable de l'assumer à 100% au niveau de la parnassa, pour qu'il puisse s'asseoir et étudier à 100%. Gemara, Kiddushin, Lamed Dalet, Amud Bet. Le Ran
nous rapporte, et ça on le retrouve dans le Even Heiser, le Ran il vient, il nous rapporte une chose extraordinaire. Il nous rapporte sur cette Gemara-là qu'il vaudra mieux pour un homme ne pas se marier pour pouvoir étudier la Torah que d'épouser une femme qui va le détourner de l'étude de la Torah pour ne s'inquiéter que de la subsistance, que de la parnassa. Le Shulchan Aruch, dans Eleven Heiser, écrit exactement la même chose mot pour mot. Et tous les poskim m'ont suivi. Chazon Ish, il n'a rien inventé. Ça a toujours été comme ça. En Babylonie. En Israël, ils ont dit non, nous on conseille aux hommes d'étudier un maximum, et une fois qu'ils ont terminé d'étudier, qu'ils se marient plus tard, et qu'ils assument leur femme. C'était la marloquette entre eux. Qu'a fait le Klal Israël? Ils ont suivi les Chachmei Bavel. Donc les Avrechim, les Kolelim, c'est pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Que s'il y a un arrangement al-pi halacha entre le mari et la femme dès le début du mariage, et que la femme, elle est disposée à laisser son mari étudier la Torah, et à prendre sur elle le hall de la parnassa, le joug de la parnassa, entre guillemets, si on peut dire que c'est un joug, c'est une bracha la parnassa. On voit quoi? On voit qu'en réalité, ça marche. Le mari peut s'asseoir et étudier. Le jour où la femme ne peut plus assumer parce qu'il y a beaucoup d'enfants, Baruch Hashem, ou ne veut plus assumer, le mari aura l'obligation de diminuer son temps d'étude pour aller travailler. Donc ça, on voit, premièrement, qu'est-ce que vient nous apporter par rapport au statut de la femme, cette étude-là. Premièrement, on nous dit, il faut prendre une femme active. Donc les femmes, déjà à l'époque, étaient actives, elles travaillaient. À l'époque, en Babylonie, il y a de ça quasiment 2000 ans. D'accord? Donc, les femmes travaillaient, elles étaient actives. Avant de se marier, on nous enseigne, merci Mélode, les biens qui appartiennent à la femme avant le mariage. Si elle a développé une affaire, si elle a eu de l'argent à elle, si elle a développé un business, une businesswoman, c'est ça qu'ils nous disent, Chachmei Bavel, épouser des businesswomen, des femmes actives. Ça veut dire quoi? Et que la femme, lorsqu'elle venait avec ses biens, le mari, le bien lui-même ne lui appartenait pas. Il était en droit de profiter uniquement des bénéfices de ce bien-là. Ce qui veut dire qu'une femme qui a de l'argent de côté avant son mariage, le mari ne peut pas toucher au capital qui est placé, qui est mis de côté. Le mari ne pourra accéder qu'aux bénéfices qui se dégagent de ses capitaux. Mais les capitaux ne lui appartiennent pas, ça appartient à la femme. Le jour où l'homme et la femme se quittent, la femme elle récupère ses capitaux, ses biens, son business. Si durant le mariage, elle a développé une affaire avec les biens qui lui appartenaient avant le mariage, elle les récupère à la fin du mariage, le jour où elle divorce. Donc on voit que, le statut de la femme est protégé, le droit de propriété de la femme est reconnu bien avant toute autre civilisation dans le judaïsme, et le droit de propriété de la femme est aussi protégé de par le judaïsme, au cas où une femme a un différend avec son époux. Alors que nous tous, on sait, tout ce qu'une femme acquiert, son mari l'acquiert aussi. On parle en réalité d'une femme qui va acquérir des nouveaux biens sans ses propres fonds, avec les fonds de son mari. Ça appartiendra à son mari, durant le mariage. Mais en réalité, le mari, il a en réalité le bénéfice qu'on appelle les pérotes. Mais le keren, si elle a un keren avant la femme, avant de se marier, le keren reste à la femme. Et le keren, il est protégé, le capital. Donc on va Baruch Hashem que, déjà dans le judaïsme, on a pensé à tout. On avait des milliers d'années d'avance sur les autres civilisations. Déjà à ce niveau-là, au niveau des femmes. Ça, c'est un premier point. Alors on voit qu'il y a une nouvelle mode ces dernières années. Enfin, ces dernières années, c'est depuis les années 50. On voit qu'il y a Baruch Hashem, il y a eu une certaine évolution des mœurs. On voit que dans les années 1800, dans Lituanie, il y a eu certains problèmes dans la communauté lituanienne, qui est connue pour être une keïla de Talmidei Chachamim, qui a fourni des Geonei Olam au monde de la Torah. Il y a eu des mouvements, entre guillemets, néo-orthodoxes, qui ont donné naissance à des gens qui étaient moins pratiquants, qui étaient pour la modernité. Il n'y a rien de mal à étudier d'autres matières pour agrandir ses connaissances tant que c'est dans un esprit de Torah. Il n'y a rien de mal. Mais là, les gens, ils étaient arrivés au stade de dire aux femmes, découvrez-vous la tête, vous n'avez plus besoin de mettre des kissouilles roches. Et aujourd'hui, on a des gens qui viennent et qui nous disent, vous savez quoi, le kissouille roche, c'est pas clair que ce soit une obligation.
Et on a une preuve, parce que même les femmes de rabbins lituaniens en 1800 et quelques ne se couvraient pas la tête en Lituanie. Et même en Afrique du Nord, on voyait des femmes, avec l'Alliance, durant la même période, qui se découvraient la tête. Mais si on remonte bien, loin, moi, Baruch Hashem, j'ai eu le mérite de descendre d'une famille de Talmidei Chachamim. Si je regarde ma mère, ou je regarde ma grand-mère, ou mon arrière-grand-mère, ça n'existait pas une femme qui avait la tête découverte dans ma famille. Et pourtant, Baruch Hashem, ils viennent tous de Tunisie. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il faut bien faire attention. Il y a eu une minorité de juifs dans une certaine période qui ont, au nom de la modernité, ont commencé à abandonner en partie la pratique, mais pas totalement. Et c'est ce qui vient embrouiller tout le monde aujourd'hui. Ça, c'est premièrement. Aujourd'hui, on voit quoi? On voit que si Béhémet, on voit dans le judaïsme, si Béhémet, nos sages, sont venus et ont tenu à protéger la femme, et à la mettre en avant, et à dire que la femme, c'est un pilier dans le foyer, qui peut permettre, quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pas l'homme qui a été nommé Ezer Kenegdo, c'est la femme. On voit que la femme, c'est le pilier du foyer qui peut motiver son mari à avancer en Torah, en mitzvot, et faire en sorte que ses enfants soient dans l'air de la Torah. On voit qu'à 2 reprises dans le Zohar, on nous enseigne qu'une femme qui se couvre la tête et qui fait attention de ne pas se découvrir la tête, d'accord, elle aura le mérite d'avoir un mari et des enfants Talmidei Chachamim. Ça ne veut pas dire qu'il suffira de se couvrir la tête, ça veut dire qu'avec le Kisui Rosh, il y a tout un comportement qui va avec, il y a toute une Yirat Shamayim qui va avec, qui fera que cette femme-là, elle aura le mérite, par rapport à ses aspirations spirituelles, d'avoir un mari et des enfants Talmidei Chachamim. Donc, par rapport à ça, on voit quoi? On voit qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. On va commencer par la Gemara Daf Memchet. Dans la Gemara Daf Memchet, dans Brachot, on nous enseigne que si 2 hommes ont mangé du pain durant une Seudat Motzi, un il a mangé 30 grammes, l'autre il a mangé 60 grammes. Celui qui a mangé 30 grammes de pain, son Birkat Hamazon, il est Deoraita, il est obligé de faire Birkat Hamazon, d'accord? Celui qui a mangé 60 grammes, de la Torah, ça devient des brachot, les 3 premières brachot du Birkat Hamazon, c'est des brachot de Horaïta. D'accord? Et celui qui a mangé que 30 grammes, son Birkat Hamazon, il est des Rabanan. Là-bas, on nous enseigne que quelqu'un qui a une obligation par rapport à une mitzvah des Rabanan, et un autre qui a une obligation de faire la même mitzvah, mais que sa mitzvah à lui, elle est des Horaïta, il ne pourrait pas, normalement, acquitter son prochain. Donc, si un homme a mangé 30 grammes, selon la Gemara, si un homme a mangé 30 grammes de pain, normalement, si son ami a mangé 60 grammes et que lui, il a l'obligation d'Horaïta de faire Birkat, celui qui a mangé 30 grammes ne peut pas acquitter son copain durant le même repas. Et là-bas, Chachamim nous enseigne une chose extraordinaire. On voit, il y a le Rosh, Rabbi Akiva Eger, le Tzlach, qui viennent et qui nous enseignent une chose fantastique. Mais avant de développer ici le point, il y a un autre point qui est intéressant. On voit que le Rambam, dans Sefer HaMitzvot, lorsqu'il nous parle du Shabbat, il dit que le Shabbat, c'est un jour particulier, qui doit être sanctifié par rapport aux autres jours, raison pour laquelle on devra dire la Hagid Dvarim, Beknisato veYitziato. On devra dire des paroles à son entrée et à sa sortie. C'est quoi ces paroles? Alors, le Rambam, tous les poskim comprennent qu'il parle du Kiddush. Maintenant, il y a un problème. Lorsque l'homme il va à la synagogue le vendredi soir, il fait la bracha Mekadesh Shabbat. Donc, beaucoup de poskim estiment que cette bracha qui est faite à la synagogue durant la tefila de Harvit, c'est la bracha qui fait qu'on fait le kiddush de Horaïta à ce moment-là. Et que quand on rentre à la maison, le kiddush qu'on fait durant la Seuda, c'est une mitzvah des Rabbanan. Si c'est le cas, la femme, elle, qui n'a pas pris Harvit, son kiddush, il est de Horaïta. Et si on nous enseigne dans la Gemara que quelqu'un qui a une obligation des Rabbanan ne peut pas acquitter quelqu'un qui a une obligation des Horaïta, alors comment est-il possible qu'on donne le kiddush à faire à l'homme? Si la femme, elle aussi, elle a l'obligation de faire le kiddush, et que l'obligation de faire Shabbat, comme c'est Zachor, Veshamor, bien que le Shabbat soit une mitzvah qui dépend du temps, comme il y a une notion de Zachor, de se souvenir et de garder, même la femme, elle est obligée de faire Shabbat et Yom Tov, de Horaïta. Donc son kiddush, il est de Horaïta, elle a une obligation de Horaïta de faire kiddush. Donc comment est-il possible qu'on laisse l'homme faire kiddush durant toutes ces années? Les femmes aujourd'hui, elles savent faire kiddush, ça devrait être la mère de famille qui devrait faire kiddush pour acquitter son mari, vu que son kiddush, il est de Horaïta. Vous suivez ou pas? Donc là, il y a une injustice. On pourrait dire comme ça. Ben, pas du tout. Il n'y a pas d'injustice du tout. On va expliquer pourquoi. Le Rambam, sa gavana de dire la Hagid Dvarim, Rabbi Akiva Eger, il rapporte une chose extraordinaire. Il dit la Hagid Dvarim, il n'a pas dit Kiddush le Rambam.
Il n'a pas parlé d'Yetziat Mitzrayim, comme tous les autres poskim qui disent que pour être Yotze du Kiddush, il faut se souvenir de la sortie d'Égypte. Il a dit les Hagidvarim, il ne parle pas dans Sefer HaMizvot. Ça veut dire quoi les Hagidvarim? Shabbat Shalom. À partir du moment où vous avez dit Shabbat Shalom, vous avez sanctifié le jour du Shabbat. Ça va encore plus loin. Si c'est vrai, à chaque fois que durant Shabbat on dit Shabbat Shalom, on sanctifie le jour du Shabbat et on est Mekaim Mitzvah de Horaïta. Chaque fois qu'on se croise on se dit Shabbat Shalom, c'est Mitzvah de Horaïta. Selon le Rambam. Et selon Rabbi Akiva Eger. Selon l'interprétation du Rambam de Rabbi Akiva Eger. Quand on lit le Rosh d'Af Memchet, quand on lit le Tzlach, on retrouve la même explication. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire qu'en réalité, à partir du moment où on vient et qu'on se dit Shabbat Shalom entre nous, raison pour laquelle quand un homme il rentre de la synagogue, on lui dit qu'il vienne et qu'il souhaite Shabbat Shalom à tout le monde. Que tout le monde se souhaite Shabbat Shalom avant le Kiddush. Il y a des poskim qui en parlent. Quand, comme ça, on est sûr que tout le monde a sanctifié Shabbat et que le Kiddush pour tout le monde devient que des rabbanan. Et on se sort de la marloquette. C'est une chose extraordinaire. Baruch Hashem. Donc par rapport à ça, Shavuot. Donc par rapport à ce qu'on a dit, donc il n'y a plus de problème que la femme elle a le Kiddush d'Oraïta ou des rabbanan. Maintenant, pour développer, nous dans la Gemara, dans Masechet Brachot, on n'a pas parlé d'un homme et d'une femme qui ont mangé motzi. On parle de deux hommes. Il y a un autre problème ici. On nous rapporte qu'à la fin, c'est deux hommes. Celui qui a mangé 30 grammes. Vous suivez? Baruch Hashem. Donc celui qui a mangé 30 grammes et celui qui a mangé 60 grammes, on nous rapporte qu'à la fin, celui qui a mangé 30 grammes, si son ami risque de ne pas faire Birkat Hamazon ou ne sait pas faire Birkat Hamazon, il pourra faire Birkat Hamazon pour lui, et il acquittera de la mitzvah d'Oraïta, alors que cette mitzvah, lui, elle est des rabbanan. Et pour quelle raison? Parce que Kulanu Arivim Zelavé, tout le clan d'Israël, on est tous garants les uns des autres. Donc ça veut dire quoi? Si on est tous garants les uns des autres, comme on est garant des mitzvot que les uns et les autres font, on est aussi garant des avérotes que les uns et les autres font. Si mon ami va faire une avéra, entre guillemets, je dois l'empêcher de faire une avéra. S'il va annuler une mitzvah, il laisse une mitzvah passer devant lui, j'ai ma part de responsabilité. Je dois aussi l'en empêcher. Donc si je suis garant de lui, je peux faire Birkat Hamazon pour lui. Alors ça devient intéressant parce que là, on voit qu'il y a un petit souci au niveau du Birkat Hamazon. Dans les poskim, il y a une marloquette. Est-ce que les femmes ont l'obligation d'Oraïta ou des Rabbanan de faire Birkat Hamazon? Pourquoi il y a une marloquette? Parce que dans le Birkat Hamazon, on nous précise que Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la terre. À qui il a donné la terre à Kadosh Baruch Hu? À Adam Arishon. Il n'a pas donné la terre à Chava. Donc ça veut dire que la part qu'elle a dans la terre Chava, d'accord, son droit de propriété dont elle a droit sur la terre, vient de par l'homme. L'homme. Donc de ce fait, on ne sait pas, c'est pas une question de temps, le Birkat Hamazon, parce que c'est des brachot. Les brachot, ça n'a aucun rapport avec le temps. C'est pas durant le temps de la Seuda. Les femmes, elles ont l'obligation de faire les brachot avant de manger. Mais là, toutes les brachot qu'on fait, c'est des rabbanan. Les trois seuls brachot que l'on fait des Horaïta dans le cadre de l'alimentation, c'est les trois premières brachot du Birkat Hamazon. Mais nous, on a un problème. Il y a une marloquette dans les poskim. Pourquoi? Parce qu'on voit que les filles de Tselophrad, quand il y a eu la marloquette, et que leur père était décédé, et que revenait une part de la terre d'Israël au moment du partage de la terre d'Israël, elles sont parties au Beth Midrash réclamer la part de leur père à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, vous avez un droit, vous avez un titre de propriété sur la terre d'Israël. Donc on dit, attends, tu vois qu'une femme, elle peut avoir une propriété matérielle. Donc si Béhémet, elle peut avoir une propriété matérielle, il y a un tzad de dire, il y a un avis qui vient et qui renforce ici le fait de dire que la femme a une obligation d'Oraïta de faire Birkat Hamazon. Mais ça reste une marloquette. Maintenant, et on voit d'autant plus que si on nous rapporte dans le Talmud et dans le Shulchan Aruch qu'on va protéger les biens d'une femme qu'elle a acquis avant le mariage, d'accord, au cas où elle vient divorcer de son mari, lo alenu, d'accord, alors on voit que la femme elle a un titre de propriété. Mais les poskim, là-bas, ils opposent une idée qui est très intéressante. Ils disent que les filles de Tselophrad, si elles ont eu droit à une part de la terre d'Israël, c'est en réalité, elles ont hérité de la part de leur père. Elles ont hérité de la part de leur père. C'est la part de Tselophrad, d'accord, qu'elles ont reçue. Donc c'est ce qu'on nous rapporte là-bas. À cause de ça, ça reste une marloquette. De ce fait, la femme, elle a l'obligation de faire Birkat Hamazon. C'est pas Stam, elle est obligée de faire Birkat Hamazon, la femme. Maintenant, elle est quand même obligée, pour ne pas avoir de problème,
selon la majeure partie des avis des poskim, elle a l'obligation de faire Birkat Hamazon, mais comme ça reste un débat et un doute, à cause du débat, elle ne pourra pas acquitter un homme. Dans quel cadre elle pourra acquitter un homme du Birkat Hamazon? Si l'homme n'a mangé que 30 grammes de pain. Si l'homme n'a mangé que 30 grammes de pain et que son Birkat il est des Rabbanan, quoi qu'il arrive, la femme on ne sait pas si son Birkat il est des Rabbanan ou des Horaïta, elle pourra acquitter un homme. Donc on voit que par rapport à ça, qu'au niveau de certaines brachot et de certaines choses, une femme elle ne pourra pas acquitter un homme. Alors il y a une marloquette intéressante entre le Rosh et le Tzlach, de savoir, quand on dit Kulam Arivim Zelazé, est-ce que les hommes sont garants des femmes aussi? Et est-ce que les femmes sont garantes des hommes? Alors la marloquette est de savoir si oui, dans quelles conditions. Et on voit en réalité que oui, les uns nous sommes garants des autres tant que nous avons les mêmes obligations. Si nous n'avons pas les mêmes obligations, les femmes ne sont pas garantes, entre guillemets, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas acquitter de ces mitzvot-là les hommes. Donc ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que si un homme a l'obligation de faire une mitzvah et que la femme n'a pas l'obligation de faire la même mitzvah, la femme ne pourrait pas acquitter l'homme. Suivez? Si l'homme ne sait pas. Attendez. Alors maintenant, on va vous étonner. Vous allez être vraiment étonné dans ce que je vais dire. On voit, il y a dans les Chavedaat, le Rav Ovadia Yosef, il rapporte un shoot fantastique. Il rapporte au nom du Kolbo et du Tzitz Eliezer que normalement, si on a affaire à un tzibour, à une assistance d'homme qui ne saurait pas lire le Sefer Torah, vu que le Sefer Torah, la lecture, elle est des Rabbanan, d'accord? La lecture, qu'on lit le Sefer Torah à la synagogue, ça a été imposé par nos maîtres. C'est une obligation, c'est une mitzvah rabbinique. D'accord? C'est un commandement rabbinique. Si les hommes ne savent pas lire la Torah, une femme pourrait, si elle sait lire la Torah, la paracha de la semaine pour acquitter l'assistance. Elle pourrait. Cependant, écoutez bien, les poskim, ils viennent, ils nous rapportent qu'au nom du Kvod Hatzibur, d'accord, qu'on nous parle dans le Or HaChaim, de ces halachot-là, je crois dans le Siman, si je ne dis pas de bêtises, Resh Pebet, d'accord, on parle du Kvod Hatzibur là-bas, on nous parle de quoi? On dit au nom du Kvod Hatzibur, on ne peut pas autoriser une chose pareille. C'est quoi le Kvod Hatzibur ici? On va dans la Gemara, quand on nous parle du Kvod Hatzibur, on nous parle par exemple de laisser un jeune monter au Sefer Torah et être habillé avec les bras dénudés. C'est pas le kavod de la Torah, c'est pas le kavod du tzibour. Ça veut dire qu'une femme qui lit la Torah, c'est pas le kavod de la Torah, c'est pas le kavod du tzibour, c'est pas ça la kavana. Khalila lechas, pas ça du tout la kavana. Le problème qu'il y a, c'est que si on met une femme en avant, devant un tzibour d'hommes, les hommes malheureusement, on n'est pas des super tzadikim. Si dans l'assistance, il pourrait y avoir qu'un seul homme qui pourrait avoir des mauvaises pensées, se sentir attiré par cette femme, qui aurait une belle voix, qui saurait bien lire, parce qu'on dit normalement une femme qui chante en public, s'appelle la voix de la femme, c'est considéré comme une partie de sa nudité. D'accord? Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'on estime qu'au niveau de la lecture de la Torah, les ta'amim, ça ne s'appelle pas chanter pour une femme. D'accord? Les ta'amim, il ne faudra pas qu'elle chante trop, il ne faudra pas qu'elle lise comme un Tunisien. Ça s'appelle chanter les Tunisiens. Donc on voit quoi? On voit en réalité que ça ne s'appelle pas chanter. Mais si un homme dans l'assistance pourrait venir avoir des mauvaises pensées sur cette femme-là, durant la lecture du Sefer Torah, tout le sachar de la mitzvah serait perdu. Donc de ce fait, on n'a jamais autorisé une chose pareille. Jamais. On aurait pu, mais on n'a jamais autorisé. Et à raison. Parce qu'on rappellera que dans la Torah, on parle de l'adultère. On rappellera que dans la Torah, on parle des charmeurs de jeunes filles. On rappellera que dans la Torah, on parle des problèmes de viol. On parle de tout ça. Donc chez les hommes, il y a un problème. On ne va pas mettre une femme dans le feu. Donc on ne la laissera pas faire une chose pareille. Donc ça, même si ça peut paraître étonnant, c'est pour cette raison-là qu'on ne laisse pas les femmes lire le Sefer Torah pour les hommes. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. L'année dernière, à Paris, il y a eu toute une histoire autour de ça. Oh Hachem. Les gens m'ont appelé pour me poser des questions, pour savoir quoi faire. On voit qu'il y a ces dernières années différents mouvements qui veulent mettre en place, pour respecter la halakha, des minyanim de femmes dans certaines communautés. Récemment, j'ai eu une question d'une communauté éloignée. C'est une toute petite communauté, ils n'arrivent pas le matin à avoir un minyan d'hommes. Et les femmes, elles arrivent à avoir un minyan. Elles m'ont dit, Rav Shai, voilà, nous on est un minyan de femmes, il n'y a pas un minyan d'hommes. Les hommes, ils ne vont pas à la prière.
Est-ce qu'on peut nous remplacer les hommes et faire la prière, même si on n'a pas l'obligation? Et les jours où on lit Sefer Torah, on ne fait pas les brachot. On peut ou on ne peut pas? Je vous ai expliqué le problème ici. C'est-à-dire, on pourrait trouver, maintenant il faut savoir qu'autour du Sefer Torah, il y a une autre marloquette. Selon certains avis, le Sefer Torah, du fait qu'il y ait des écritures saintes sur le Sefer Torah, le parchemin qui devrait être impur devient pur. Donc un Sefer Torah, il n'est pas métamé. Il ne rend pas impur. Et selon d'autres avis, comme ça reste un parchemin d'un animal mort, d'accord, si on touche le Sefer Torah, ça rend impur. D'accord? Halakha les Maaseh aujourd'hui, on est Noeg, dans le Rov des Kihilot, de ne pas toucher directement le klaf, le parchemin du Sefer Torah. On verra que sur beaucoup de boîtiers de Sifrei Torah, on a l'habitude de mettre des petits foulards. Les gens, ils croient que c'est une ségoula pour la parnassa. Je vais ouvrir le petit foulard, c'est une ségoula pour la parnassa. Les foulards sur le Sefer Torah, pas du tout. C'est pour ne pas toucher les rouleaux, les parchemins, quand on va devoir rouler le Sefer Torah dans le boîtier. Tout simplement. Sur les Sifrei Torah avec le Etz Chaim, sur les bâtons en bois, il n'y a pas besoin, parce qu'on arrive sans toucher le parchemin à rouler le Sefer Torah. Mais sur ceux qui ont les boîtiers, c'est pour ça qu'il y a les foulards dessus. D'autres qui sont pensés que c'est simplement pour gâcher le Sefer Torah au moment de la bracha. C'est pas uniquement pour ça, c'est aussi pour rouler le Sifrei Torah. Ce qui veut dire que si on dit que le Sefer Torah, il est métamé, donc c'est pas grave si une femme qui serait dans une période de menstruation viendrait à toucher le Sefer Torah, elle ne va pas le rendre impur. Cependant, dans beaucoup de Kihilot, on estime que c'est pas bien pour la femme. Pourquoi? Parce que déjà, étant donné que le Sefer Torah il est considéré comme impur et qu'elle est impure, elle rajoute à son degré d'impureté. Donc le problème de ne pas laisser la femme toucher le Sefer Torah, c'est pas que la femme rende impur le Sefer Torah, c'est que la femme elle rajoute à son degré d'impureté. Et on n'a pas le droit de rajouter à son impureté. Donc il y a un problème, entre guillemets, dans les deux sens. Que la femme va rajouter à son degré d'impureté et qu'on rajoute un degré d'impureté du Sefer Torah. Donc de ce fait, on est noyé de ne pas laisser les femmes toucher le Sefer Torah par menstruation, mais, durant la période de menstruation, mais mi-karadine, il y a des avis qui pourraient autoriser laisser une femme toucher un Sefer Torah durant cette période-là. D'accord? C'est pour ça qu'on voit dans certaines kilotes des gens qui laissent. Donc, étant donné qu'il y a des avis qui autorisent, on ne va pas venir s'opposer. Il y a le mieux et il y a le ikaradine. D'accord? Il y a la stricte loi et il y a ce qu'il y a de mieux, ce qu'il vaut mieux faire. Donc, tout dépend de la kihila où on est et des rabbanim. Si les rabbanim, ils veulent garantir, entre guillemets, beaucoup de hidorim pour ajouter aux misvot, pour permettre aux personnes de grandir en Torah et de rajouter à leur mérite, inematov ou manaim. Amachmir tavo alav bracha. Ce qu'on dit dans tous les sifrei d'Halakha. Donc maintenant, par rapport à ça, on voit qu'en réalité, par rapport à tout ce qui a été dit, que réellement, le principal problème qu'il y a dans ces minyanim-là, c'est qu'elles sont que des femmes entre elles. Et qu'elles pourraient toucher le Sefer Torah, selon certains avis. Et qu'elles pourraient lire la Torah sans faire les brachot. Il n'y aurait plus de problème. Il y a un autre problème qui se pose. Et c'est ce que j'ai répondu à ces femmes. Je suis mesdames, dans la Torah c'est marqué Ezer Kenegdo. Si on commence à laisser des minyanim de femmes s'organiser, et que des femmes après vont dire à leur mari, tu restes à la maison, tu gardes les enfants parce que quoi qu'il arrive, tu ne veux pas prier. Les maris vont dire à la femme, elle fait, hey, ils vont être contents, ils vont rester au lit. Dieu bénisse. Ça c'est un. Et deux, la femme, elle n'a pas l'ordonnance de faire la mitzvah. Et on nous rapporte qu'il y a une règle simple dans le Talmud, qu'entre celui qui a ordonné de faire la mitzvah et celui qui fait la mitzvah sans être ordonné, celui qui a ordonné de faire sa mitzvah, il y a un plus grand mérite pour lui et le klal Israël. Et comme on l'a rappelé au début, on est tous garants les uns des autres. Donc, plus on fait bien les mitzvot, plus on applique bien les mitzvot, et plus on laisse ceux qui sont réellement ordonnés de faire les mitzvot les faire, ça va de mieux en mieux protéger le klal, vu qu'on est tous garants les uns des autres. Mieux on applique la Torah, mieux on est protégé. Donc de ce fait, si on laisse une chose pareille se faire, ça va troubler l'équilibre dans le foyer, vu que c'est l'homme qui a l'obligation de faire la tefila et de se réunir. Et de laisser des minyanim de femmes s'organiser, forcément il y aura des hommes qui vont, durant la prière, se retrouver avec les enfants dans le minyan, au lieu que la femme les garde. Ils se retrouvent babysitter dans la synagogue, il ne peut pas prier. Moi je dis aux gens, on me demande en tant que Rav à Bnei Brak, à partir de quel âge on peut emmener un enfant à la synagogue? Je veux dire ce que le Rav Nissim Karelitz m'a enseigné. Shlita, Shechi lechaim tovim va'arukim, iskele refoua shelema. On voit quoi? On voit que une réponse toute simple. À partir du moment où il est en âge de comprendre qu'il doit s'asseoir et se taire.
S'il sait qu'il doit s'asseoir et se taire, c'est qu'il est en âge de pouvoir venir à la synagogue. Il n'est pas en âge de pouvoir s'asseoir et se taire. C'est à la femme de le garder à la maison pour que le mari puisse faire une tefila comme il faut. Et pour quelle raison? Parce que le mari, toutes les misotes qu'il fait, c'est 50% du olam haba de la femme. La femme, elle a 50% du olam haba du mari. Maintenant, une femme méritante qui a un mari qui n'est pas pratiquant, même si elle essaye de le ramener et que lui, il ne veut pas, elle a, quoi qu'il arrive, son olam haba à elle. Mais si son mari, elle arrive à le ramener avec elle, elle a en plus 50% du olam haba de son mari. Donc dans cette histoire, nous on est perdants, parce que c'est la femme qui gagne le plus. Vous avez vu comment il est sympa le judaïsme? On parle du statut des femmes. C'est comme on dit chez nous en anglais, c'est pas blata. Exact. Donc maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? Si ce sont que des femmes célibataires, elles peuvent. Là, on parle que des femmes à Ça reste toujours un problème, parce qu'elles vont prendre l'habitude, je vous explique simplement, les femmes rares. de toujours... Attendez, on va en parler. On va en parler, je vois les questions, elles arrivent. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. D'accord? Bezrat Hashem. On va parler de tout ça. D'accord? Bezrat Hashem. Par rapport à ça, on a bien avancé, Baruch Hashem. Donc, par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a des points ici qui sont extraordinaires. Premièrement, on voit le mérite qu'a la femme. D'accord? Et la responsabilité de la femme dans le foyer. C'est la femme réellement, c'est elle qui a la responsabilité de, entre guillemets, le mari, il a l'obligation de la parnassa d'étudier la Torah, c'est vrai. Si la femme décide d'aider son mari, elle est gagnante à étudier la Torah. Pourquoi? Parce que toutes les heures d'étude, chaque lettre de Torah qu'il étudie, c'est une mitzvah. Donc toutes les heures d'étude du mari, chaque lettre prononcée, c'est une mitzvah. La moitié de toutes ces mitzvahs, c'est pour elle. C'est extraordinaire. Et c'est réel. Si on a la émouna, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas autrement. Donc à partir de ce moment-là, on voit quoi? On voit que c'est dans l'intérêt de la femme d'encourager le mari à aller prier. Maintenant, si on laisse des jeunes filles organiser des minyanes entre elles vont prendre l'habitude de faire des minyanes entre elles. Quand le jour où on va leur dire tu te maries, tu restes à la maison parce que ton mari doit aller à la synagogue, elle va être frustrée. Elle va être frustrée de devoir rester à la maison. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que je vais vous expliquer pourquoi, madame. Ça va vous paraître un peu bizarre ce que je vais vous répondre. Baruch Hashem, je suis Dayan, je suis juge rabbinique à Bnei Brak, dans un Beit Din qui a été ouvert par le Rav Nissim Karelitz. D'accord? On a ouvert une section pour les francophones sur Rabbi Akiva au numéro 58, et que chaque année, je reçois 300 couples, gratuitement, voire plus. Cette année, j'ai eu 345 couples qui sont venus me voir. Sur 345 couples, j'ai eu 217 couples qui sont venus pour demander le divorce. Sur 217 couples qui sont venus pour demander le divorce, il y a eu 3 divorces. 3 divorces. Les 3 divorces en question, c'est des problèmes de drogue et des problèmes de violence conjugale. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est les 3 divorces que j'ai eu cette année. Donc, à partir de ce moment-là, avec ma petite expérience, et vu que ça fait que 10 ans que je fais ça, d'accord, je peux vous dire les problèmes de Shalom Bayit qui reviennent et qui arrivent devant un Dayan dans un Beit Din. Et que très souvent, une femme qui a pris certaines habitudes avant le mariage, dans l'application de la spiritualité, je vous rappellerai que Bnei Brak, c'est une ville de religieux, d'accord? Donc, j'ai beaucoup de gens religieux qui viennent me voir. Une fois qu'elles sont mariées, qu'elles sont bloquées à la maison, quand elles étaient jeunes filles, elles étaient au séminaire. Certaines d'entre elles ont étudié la Mishnah, elles ont étudié la Gemara, elles ont étudié la Halacha. Et c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Elles ont un niveau en Kodesh extraordinaire. Le problème qui se passe, c'est qu'après, quand elles restent à la maison et qu'elles doivent s'occuper des enfants, et qu'elles ne peuvent plus le faire leur tefila comme elles avaient l'habitude au séminaire, qu'elles ne peuvent plus étudier comme elles avaient l'habitude au séminaire, elles sont frustrées. Il y a une frustration qui se crée. Donc pourquoi commencer à donner des habitudes qui vont créer des frustrations et me donner à moi encore plus de travail? Et je vous rappelle que moi je fais ça gratuitement. Alors présenter comme ça, on va supprimer les séminaires. Hein? On va pas leur donner de bonnes habitudes. Chaz v'shalom. Alors, Chaz v'shalom. il y a un début, il y a un contenu et il y a une suite. Je veux dire, présenter comme ça, on aurait presque tendance, et c'est ce que j'essaie de faire pour caricaturer, parce que c'est pas ce que je pense. On va dire, on va pas leur donner de bonnes habitudes, on va supprimer les séminaires, et comme ça, elles seront juste éduquées, comme il y a 250 ans, à rester guidées. C'est vrai que leur environnement serait limité, et je perçois déjà... Alors monsieur, voilà. Les 4 murs de la cuisine... Je vais vous poser une question. Vous avez entendu parler de Kimchit ou de Brouria? Oui, j'en ai entendu parler. C'était il y a 200 ans? Non, il y a plus que ça. Ok, Brouria, elle avait quel statut dans la Mishnah? Des femmes d'aujourd'hui. Je vous pose une question.
C'est quoi La Mishnah... J'ai pas de réponse, je suis pas un Talmid Chacham, je suis pas... Alors, c'est pour ça juste, je réagis par rapport à ce que alors, justement, je vais répondre à votre question. Bakasha. Vous savez, un bon juif, il répond toujours par une question, C'est comme ça qu'on voit si c'est un bon juif. Donc je vous réponds avec une question. Vous connaissez Brouria? J'ai répondu oui. Oui, Brouria, elle a vécu il y a 200 ans? Ou il y a 2000 ans? J'ai répondu non. Elle a vécu il y a 2000 ans. Elle a quel statut dans la Mishnah? Ça, c'est vous qui allez nous le dire. Tana. Une femme, Tana. Et ça apporte quoi comme réponse Attendez. à la problématique de la frustration de Attendez. celles qui ont pris des Vous savez... au séminaire. Attendez, mais je vais vous répondre. À l'époque, je vais vous expliquer ce qu'elle a fait Brouria. Elle a fait des bonnes choses. Et à la fin de sa vie, il y a une marloquette sur ce qui s'est passé. On ne sait pas, c'est pas très clair. Il y a deux avis différents dans la Gemara. D'accord? Brouria, elle a fait changer d'avis à tous les Tanaïm de son époque. Elle s'est opposée à son père. Elle a été encouragée par d'autres Tanaïm. Sur quel point? Elle a dit maintenant, les Juifs qui n'appliquent pas la Torah et les mitzvot, on doit les ramener, leur faire teshuva. À l'époque, il y avait une chita au sein des grands maîtres de dire que quand un juif devenait idolâtre, il s'éloignait trop de la Torah, il représentait un vrai danger, on s'éloignait de lui. Elle a changé ça, Brouria, parce que c'était une Talmida Chachama. C'était une Talmida Chacham. Donc ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que c'est pas une mauvaise chose que la femme étudie. Chas v'shalom. Bien au contraire. Mais moi, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on est en train d'expliquer, qu'on parle d'étudier les lois qui sont propres à la femme. Une femme aujourd'hui, on nous explique dans le Shulchan Aruch, dans le Chot Talmud Torah, on explique, le Shulchan Aruch dit qu'un homme il devra enseigner la Torah à son fils, d'accord, et ne pas enseigner toute la Torah à sa fille. Le Rama rapporte qu'en réalité, la cavale du Shulchan Aruch, c'est pas de ne pas enseigner la Torah à sa fille, c'est de dire que la fille, elle devra étudier les halachot qui la concernent. Donc, principalement, toutes les lois de Taharat HaMishpacha, Kashrut, Orach Chaim, Yom Tov, Shabbat, Tfila, Brachot, toutes ces lois-là. Si la femme, elle a besoin d'étudier ces lois-là, elle pourra les étudier au niveau de la halacha comme il faut. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Et ça rajoute au niveau du judaïsme. C'est une très bonne chose. Parce qu'elle a l'obligation de ces mitzvot-là. Donc les mitzvot qu'elle a l'obligation de faire, elle a l'obligation de les étudier. Maintenant, chas v'shalom, quand elles sont au séminaire, quel discours on a avec elles au séminaire? On enseigne à ces femmes-là de devenir des femmes qui vont soutenir un foyer dans le Derech HaTorah pour avoir un mari et l'encourager sur le chemin de la Torah et des enfants sur le chemin de la Torah. Je vais vous répondre très simplement. En Israël, il y a un taux de divorce extraordinaire dans le milieu laïque et le milieu sioniste. Et ce taux de divorce-là, il est quasiment inexistant dans le milieu plus religieux. Dans les milieux plus religieux, il y a beaucoup moins de divorces. Il y en a, mais beaucoup moins. Mais quand on parle... Excusez-moi, ils vivent dans l'émancipation des mœurs et la modernité. C'est normal qu'il n'y ait que des divorces. Alors, donc, au niveau... On n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit, j'explique simplement que de fait qu'il y a une éducation qui a été donnée au départ dans les séminaires et dans les yeshivot, il y a une éducation qui a été donnée, on voit bien que lorsqu'on passe d'un milieu à un autre, du milieu non religieux, et plus on avance dans les milieux religieux, il y a de moins en moins de divorces. Donc on voit que les milieux qui sont le moins touchés par, entre guillemets, l'évolution des mœurs, et qui conservent au maximum le judaïsme tel que nous l'avons conservé pendant des milliers d'années, qui ne rétrocède rien à la femme n'est en rien rétrogradée au niveau du judaïsme, bien au contraire, c'est une reine dans la maison, elle est mise en avant. On voit que dans ces milieux-là, il y a moins de divorces, sur le plan proportionnel. D'accord? Dans la proportionnalité. Donc on voit déjà que c'est un point qui est extrêmement important. S'il y a 50% de divorces, c'est la faute à tous les rabbins et à tous les Dayanim. C'est pourquoi? Parce que comme Moïse, il a parlé à Pharaon d'Égypte, alors je dis, si tous les rabbins sont les représentants de Moïse, il faut qu'il parle à tous les pharaons qui sont les politiciens d'aujourd'hui pour un monde de morale, de justice et d'éducation. C'est pas sympa pour les politiciens de comparer à Pharaon. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas sympa. 50% de divorce, des familles monoparentales, des gens qui se suicident, c'est la catastrophe humaine. Bon, alors, on va continuer. Bezrat Hashem. Oui.
il y a une marloquette sur la fin de la vie de Brouria. Il y a une Gemara qui nous rapporte qu'elle se serait suicidée, d'accord, et une Gemara qui nous rapporte qu'elle serait, au moment où elle a quitté la Babylonie parce qu'elle était pourchassée par l'armée, elle se serait fait tuer en chemin par l'armée romaine. D'accord? Donc il y a deux avis différents sur la fin de Brouria. D'accord? Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre. On nous rapporte dans la Gemara une chose étonnante. On nous dit que Brouria, elle mettait les tefilines dans la Gemara. Est-ce que la femme elle a le droit de mettre les tefilines? Le Harizal nous rapporte au nom de cela qu'en réalité que Brouria, elle avait sa neshama qui dépendait du côté masculin de la force, au niveau de la force de la Shrina, de la représentation de la présence divine dans ce monde. Elle dépendait comme les hommes du côté masculin, d'accord, que la Shrina a dans ce monde. La Shrina, elle est scindée en deux dans ce monde. Elle a une partie masculine, une partie féminine. Brouria, sa neshama, était rattachée à la partie masculine de la Shrina. C'est ce que nous rapporte le Harizal. Par contre, la Gemara nous rapporte autre chose. Dans la version, on dit que Brouria, à la fin de ses jours, se serait suicidée. On nous rapporte en réalité que Rabbi Meir Balanes, pour lui faire honte, lui a envoyé un élève. Il s'est passé ce qui s'est passé. On va garder son kavod à Brouria, parce que quand même, elle a fait beaucoup de grandes choses et qu'elle a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Donc, il faut juger son prochain, les kav zechut. On nous enseigne son histoire, c'est pas pour rien. En réalité, Brouria, d'accord, du fait d'avoir perdu ses enfants, etc., par la suite, elle a commencé à enseigner la Torah, à faire beaucoup de talmidim et beaucoup de bonnes choses, mais elle a commencé à avoir un certain orgueil. Rabbi Meir Balanes a voulu calmer son orgueil. On dit que le fait qu'elle ait mis les tefilines, c'était aussi une preuve de son orgueil. C'est-à-dire qu'elle a eu une fin malheureuse dans les deux cas, de par l'orgueil dont elle a fait preuve vis-à-vis des autres maîtres de la Torah, parce qu'elle appliquait et parce qu'elle connaissait la Torah. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'une femme, elle ne doit pas connaître la Torah? Non. On vous a rapporté dans Ilchot Talmud Torah, une femme, elle a l'obligation d'étudier les lois qui la concernent. Maintenant, Alpi Kabbalah, on nous rapporte que c'est pas bien pour une femme d'étudier la Mishnah et la Gemara. C'est selon la Kabbalah. Selon le sens strict de la loi, il n'y a pas de véritable interdiction. Il y a des poskim qui disent non, il y a des poskim qui disent oui. Ça reste un débat sur la question. Aujourd'hui, vu le niveau de la génération, dans beaucoup de séminaires, on laisse les jeunes femmes étudier certaines Mishnayot et certaines Gemarot qui sont en rapport avec les halachot qu'elles doivent connaître. Il n'y a aucun problème. Ça c'est non seulement, et récemment, il y a les kabbalistes de Yerushalayim à l'Yeshiva de Bethel qui ont encouragé les femmes à étudier le Zohar. C'est une bonne chose pour la femme de lire le Zohar, même si elle ne le comprend pas. Et si elle peut le lire et le comprendre, c'est encore mieux. On voit qu'on est dans une génération où les femmes, elles sont de plus en plus encouragées à étudier la Torah. C'est loin, loin, loin d'être une mauvaise chose. Et c'est loin, loin, loin d'être une interdiction. Et plus elles étudient, mieux c'est. Mais il y a une règle à respecter. Chez l'homme, comme chez la femme. Il ne faut pas se servir de ses connaissances en Torah pour s'enorgueillir. Il ne faut pas oublier de rester humble. Et on voit que même des grands maîtres, et même une grande femme comme Brouria, à partir du moment où on se fait avoir par l'orgueil, on peut malheureusement venir et se détourner d'un tout petit degré de son chemin. Et je vous rappellerai que lorsqu'on est commandant de bord d'un avion ou d'un bateau, et qu'on change d'un degré la destination vers laquelle on veut aller, sur une longue distance, on peut se retrouver à faire demi-tour et de pas du tout arriver au point auquel on veut arriver. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas changer d'un degré certaines choses. D'accord? Donc de ce fait, sur les minyanim pour femmes, etc., même si il y a des avis sur lesquels on pourrait se reposer pour laisser des minyanes de femmes s'organiser, d'accord? C'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que par la suite, comme je vous ai expliqué, il y a un danger. Que les femmes, au lieu d'encourager leur mari par la suite à aller prier, elles disent, nous on va prier. Maintenant, je vous rappellerai simplement que chez nos frères Ashkénazes, on encourage à Simchat Torah, les femmes à un moment donné, on les fait toutes monter au Sefer Torah, et il y a un homme qui les acquitte pour la bracha, avec les enfants. Il y a des minyanim qui sont organisés, où des pères de famille font venir leurs femmes et leurs enfants pour les faire monter à la Torah. D'accord? Et ça dans le milieu super orthodoxe. D'accord? Donc c'est pas une mauvaise chose, Chas v'Shalom. Maintenant, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est par amour du clan d'Israël, et c'est pour préserver une massorette, une transmission orale qui s'est faite sur des milliers d'années, aujourd'hui. D'accord? Donc c'est pas pour rien qu'on vient et qu'on se permet de parler d'une chose pareille. Donc ça, on voit la question de Brouria. À un tel point, oui.
juste, je ne sais pas si c'est un rapport, mais à Kippour, les Tunisiens, ils avaient l'habitude de se réunir la mère, la fille, le père, les fils, sous le Alors, talit. c'est bien que vous me posez cette question, vous me parlez des Tunisiens, je vais vous expliquer. Non, mais je vais vous expliquer. Du côté de ma mère, je descends de Rabbi Chaim Belaïch. Non, mais vous avez posé une question, je vous réponds. Je sais ce que vous allez me poser la question. À Kippour, à la fin, au moment de la Nihila, les femmes et les enfants se réunissaient sur le talit du mari. Oui? Magnifique. Mon grand-père, moi je suis le Rav Chaim Ishai, mon grand-père c'était le Rav Chaim Ishai. Voilà, il y a mon cousin qui est là, il pourra vous dire. Il s'occupait de la synagogue de Garges, il a aidé le rabbin Gedge à fonder la synagogue de Sarcelles, avec le rabbin Alimi, etc. Et il s'occupait, c'était un Tunisien qui s'occupait de l'office des Marocains, à Garges, pendant des années. D'accord? Ça c'est un. Mon arrière-grand-père, le Rav, c'est Mahishai. Alors, il y a beaucoup de gens qui, quand on leur dit ce nom, ils ne savent pas c'est quoi. C'est qui? Dieu béni, c'était quelqu'un d'extrêmement hanav. C'était le Av Beddin du Beddin Elion de Yerushalayim, de Tunis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je vous explique. À l'époque, il y avait, on sait, en Tunisie, le Rambam a écrit dessus, il y avait un Sanhedrin à Kérouan. D'accord? Le Sanhedrin de Kérouan, après, il est venu, il a déménagé à Tunis, et c'est ce qui s'est transformé en Beddin Elion. Ce Beddin Elion, il y avait tous les sages de Lod jusqu'au Yémen, qui venaient, et de Tripoli, qui venaient faire trancher leurs affaires là-bas. D'accord? Et celui qui présidait cette course, c'était le Rav Tzemach Ishai. Mon grand-père, il s'occupait de l'office de Garges, à Kippour. D'accord? De l'office des Cholettes, à Kippour, chez les Tunisiens. Et il y avait ce problème-là. Les rabbinim, ils voyaient ça. Ils voyaient que les gens étaient loin et qu'ils n'étaient pas disposés à écouter. Ils leur ont dit, écoutez, vous voulez vous réunir, vous allez à l'entrée. À l'entrée, vous faites ça. Mais en réalité, ce n'est pas une bonne coutume et ça n'a jamais été une pratique des rabbinim tunisiens. C'est par la suite, avec, entre guillemets, le temps, et comme on se réunit Shabbat et qu'on se réunit autour de la table et qu'on fait tous des brachot entre nous, les gens ils sont arrivés au stade de dire on va laisser tout le monde rentrer à ce moment-là, et moi je vais vous expliquer pourquoi au moment de la tefila, il faut une séparation entre les hommes et la femme. Si vous voulez écouter, c'est l'explication de la Kabbalah, c'est pas mon explication à moi. On nous rapporte que la femme, c'est connu, c'est Midat Hadin. La femme, d'accord, elle représente la rigueur divine dans le foyer, entre guillemets. Et que l'homme, c'est Midat HaChesed, d'accord, Midat HaRachamim, c'est la miséricorde dans le foyer. Au moment de la prière, ou au moment d'un cours de Torah, on ne peut pas laisser les hommes et les femmes s'asseoir les uns à côté des autres, parce qu'au-delà du problème du Kvod HaTzibur et des problèmes de Tzniout, il y a une autre problématique qui se pose. On a besoin qu'il y ait une séparation entre la Midat Hadin et Midat HaChesed. Si cette séparation-là n'est pas faite au moment de la tefila, tous les olamot dans lesquels on essaye de construire dans cette tefila et tous les secrets qu'il y a dans nos livres, que c'est pas pour rien. Par exemple, hier soir, j'ai expliqué une chose simple. On nous rapporte, au niveau de la halakha, il y a des poskim qui nous rapportent qu'un homme, il prend le Shabbat sur lui, à partir du moment où il va à la synagogue, d'accord, et il dit Mizmor Shir Yom HaShabbat. On considère que c'est à ce moment-là qu'il a pris sur lui le Shabbat. On dit que la femme, à quel moment elle prend sur elle le Shabbat? Au moment de la Katnerot. Elle prend sur elle le Shabbat. Selon certains poskim, la femme, quand elle fait de la Katnerot, elle a sanctifié le Shabbat. Raison pour laquelle, chez certains, on voit chez nos frères Sfard, qui est aussi la coutume de nos frères Lubavitch, on va dire la Adlik Ner Shel Shabbat Kodesh. Parce que réellement, c'est un avis qui estime qu'on est en train de sanctifier le Shabbat, donc on rappelle que le Shabbat, c'est un jour Kodesh. D'accord? Nous, c'est pas notre coutume de rajouter le Kodesh. Selon nos poskim, pour les Sfaradim, on estime que si on rajoute le Kodesh à la fin de la bracha, on a fait un Efsek, et ce serait bracha levatala. On rappelle que pour nos frères Ashkenaz, les bracha levatala, il y a dans très peu de cas un problème du Issour de Horaïta. D'accord? Dans la majeure partie des cas, c'est un Issour des Rabbanan, parce qu'ils suivent la Shita du Magen Avraham. Et nous, les Sfaradim, on suit la Shita du Rambam, qui estime que de faire une bracha en vain, une bénédiction en vain, c'est de dire le nom de Dieu en vain, qui est une interdiction de la Torah. Donc ça devient Issour de Horaïta. Raison pour laquelle on a ce qu'on appelle le Sabal, ça fait que brachot le hakel. D'accord? Quand on ne sait pas si on a fait ou pas la bracha, on ne va pas la refaire, même si la bracha elle est des Rabbanan. Le Issour de faire une bracha pour rien, une bracha en vain, c'est pour nous les Sfaradim, un Issour de Horaïta. D'accord? Donc par rapport à ça, on voit que c'est quelque chose qui a son importance. Donc on voit au niveau du Kiddush. D'accord? La sanctification, quel est le rapport? Maintenant,
Qu'est-ce que je disais juste avant? Sur la tfila, pourquoi il faut séparer Ouais, dans la tfila, pourquoi il faut séparer? Donc c'est ce que j'expliquais hier soir. D'accord? On dit qu'un homme, il doit dire Mizmor Shir Leyom à Shabbat. D'accord? Et à ce moment-là, il accepte, il prend sur le Shabbat. Sur le Shulchan Aruch, on doit prendre sur nous le Shabbat avant la Shkia. D'accord? Maintenant, on voit que dans beaucoup de communautés en Afrique du Nord, en hiver, et surtout aujourd'hui en France, on fait les Choun et Ranena. On fait les Choun et Ranena. Et le temps qu'on arrive à Mizmor Shir Leyom à Shabbat, la Shkia elle est déjà passée. C'est quoi cette histoire? Alors le Rav Chaim Falaji, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui était un des grands de la génération en Turquie, c'était pas seulement un des grands, il a annulé des sentences de Beddin. Le Rav Chaim Falaji, c'était un Gaon Olam. À la fin de ses jours, il a eu des problèmes de cœur. Il a écrit que les problèmes de cœur qu'il a eu, c'est parce que c'est toutes les fois où il a manqué d'intention au niveau de cette fille-là. C'est un tzaddik comme lui. Il peut manquer d'intention dans sa prière, je sais pas d'où on est. Pour faire le tikkun de ce manque d'intention, il a écrit un shoot, un responsa de 6 volumes qui s'appelle Lev Lechaim. Et là-bas, il rapporte qu'il y a certaines kihilot où on dit les Chouniranena, c'est pour attendre les gens, et on va faire Bar Yochai, etc., pour laisser le temps aux gens qui travaillent d'arriver à la synagogue pour ne pas rater la prière. Mais il rapporte une chose extraordinaire. Il dit que tous les secrets Alpi Kabbalah, et c'est vrai, parce que vérifier, alors que tous les secrets Alpi Kabbalah qu'il y aurait dans Mizmor Shir Leyom HaShabbat pour recevoir le Shabbat, il y a dans les Choun et Ranena. Et il y a autre chose dans les Choun et Ranena qu'il n'y a pas dans Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Dans les Choun et Ranena qu'on fait en Afrique du Nord, dans toutes les communautés, tunisiens, marocains, algériens, que les Yerushalmim, à Yerushalayim, ils ne le font pas, et c'est dommage. Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a 6 chapitres. D'accord? C'est quoi ces 6 chapitres-là? Chaque chapitre équivaut à un des jours de la semaine. On sait que chaque jour de la semaine, lorsqu'on fait la prière, à la fin de la prière, on a pour l'habitude de dire le Mizmor du jour. D'accord? Selon beaucoup de poskim m'ont dit Mizmor Shir Leyom Bashabbat, d'accord? Et selon le Ben Ishraï, on dit Bishabbat Kodesh, chaque jour. Pourtant, c'est pas Shabbat Kodesh. Il dit non, parce que ce Mizmor que tu es en train de faire, il est en train de sanctifier ta Neshama. Tout ce que tu as fait durant ta tfila, toutes les énergies que tu as pu créer, la Kedusha que tu as pu créer, Alpisod dans ta tfila, au moment où tu dis le Mizmor du jour, tu es en train de réparer ta Neshama. C'est-à-dire, tu es monté dans les différents lamodes dans ta tfila, dans 4 dimensions, tu es redescendu, quand tu arrives à la fin, tu dis ce Mizmor, tu es en train de faire ta réparation au niveau de ta Neshama. Un homme qui n'a pas eu le temps de faire sa tfila la semaine, et malheureusement en France, avec les horaires de la tfila, soit on a ce qu'on appelle les minyan baalei batim, qui sont avant le netz, où les gens vont faire la tfila à 7 heures pour pouvoir avoir le temps d'arriver au travail alors qu'on n'est pas encore arrivé au netz, d'accord? Ou alors, les gens ils vont devoir prier au netz qui est aux alentours de 8h18, 8h15, d'accord? Ou voire plus tard. Et après ça leur fait trop tard. Donc il y a beaucoup de gens qui, comme ça ou comme ça, il y a beaucoup de gens qui font pas leur tfila et qui vont mettre leur tfilin et faire leur tfila beyachid. Malheureusement, c'est une metsiout. Et c'est un problème. Pourquoi? Parce que quand les gens font leur tfila beyachid, il y en a beaucoup qui disent pas le Mizmor du jour. Et cette metsiout, déjà, elle existait à l'époque. Cette réalité-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Ils ont dit, quand tu fais les Choun et Ranena, tout le tikkun de tes tfilotes que tu n'as pas réussi à faire durant la semaine, tu le fais à ce moment-là parce que tu es avec le tzibour et que tu es en train de recevoir Shabbat. C'est extraordinaire. Et tu prends sur toi la Torah que tu fais grandir. On voit dans tous les Mizmorim, d'accord, quand on dit Mizmor les David le vendredi soir, on nous rapporte que la mer, elle va recouvrir les mers. Dans le Mizmor qu'on a dit pour Rosh Chodesh, on nous rapporte que la mer, elle va recouvrir les montagnes. La mer, elle va tout recouvrir. C'est quoi la mer? De quelle mer on nous parle? Dans Ishayahu, et le Rambam, il rapporte au nom de Ishayahu, on nous rapporte que quand viendra Mashiach, de quoi on nous parle dans tous ces Mizmorim? De la Géoula, quand Dieu va se dévoiler à nous, et qu'il y aura Mashiach, et que la mer, elle va tout recouvrir. C'est quoi cette mer? Ishayahu, il dit que quand Mashiach viendra, la Torah recouvrira ce monde, le Da'at Torah, la connaissance de Torah, tout le monde parlera de Torah, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On a des antisémites qui essayent de prendre des enseignements de Torah, et qui essayent de les déformer. Qu'aujourd'hui on a des rabbanim sur internet qui sont en train de répondre à des goïms sur des utilisations par rapport à des gmarot. Donc même les goïms ils sont en train d'étudier le Talmud avec les rabbanim. Et nous on est en train de leur répondre entre guillemets pour leur expliquer tout ce qui a été dit c'est des bêtises. Quand on vient et qu'on nous dit que le Rambam entre guillemets il aurait comparé les noirs à des singes, c'est faux. Le Rambam il a démonté Aristote dans le Sefer Moreh Nevuchim. Dans le Sefer Moreh Nevuchim c'est quoi Moreh Nevuchim?
C'est à l'époque, il y avait énormément de juifs qui ont abandonné l'étude de la Torah pour étudier que la philosophie. Le Moré Nevuchim du Rambam, comme c'est écrit dans l'Agdama, il a été écrit pour amener tous ces juifs à la Torah alors qu'ils étudient que la philosophie. C'est ça le guide des égarés. Ceux qui étaient égarés, c'était des juifs qui étudiaient que la philosophie. Et le Rambam, il a passé son temps à démonter les grandes idées philosophes. Et une des grandes idées des philosophes grecs, c'est qu'ils avaient une supériorité raciale sur les autres. Donc le Rambam, il démonte le fait de dire que quelqu'un de couleur avait une supériorité raciale. Il faut savoir que le Rambam, et à Tripoli, et au Yémen, c'était Marad et Atra, c'était le grand possèque. Et les Yéménites, ils sont noirs. Ils sont noirs. Ils sont marron foncé, les Yéménites. Comment il peut venir nous dire que quelqu'un de couleur descend du singe, le Rambam? Celui qui est en train de dire ça, c'est un chakran et un rama et un racha. Et à Purim Bezrat Hashem, comme il y a eu Aman, Akadosh Baruch Hu va lui régler son compte. Ça c'est un. Quand ces mêmes personnes ils nous parlent, ils nous disent que les juifs seraient des pédophiles, ils ont rien compris au langage du Talmud. Comment nous on peut venir autoriser le viol de Goyot? Comment nous on peut venir autoriser Chaz Veshalom, que des hommes puissent avoir des rapports avec des enfants? Chaz Veshalom, alors que selon nos règles à nous, des gens pareils sont condamnés à mort selon la loi du judaïsme. Chose qu'on ne fait pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas de Sanhedrin. Et on vient, on déforme le Talmud, on déforme nos lois, on n'ouvre pas notre Shulchan Aruch. Et ils font ça exprès pour faire passer les juifs, comme à l'époque au Moyen-Âge, pour des satanistes. Et les homosexuels à Tel Aviv aujourd'hui. Alors, excusez-moi monsieur. Ce qu'on est en train de dire ici, et ce qui est extrêmement important, on voit quoi? On voit que tout le monde est en train de parler de la Torah. Et on dit que le Da'at Torah, il finira par recouvrir ce monde, comme la mer recouvre la terre. Le globe terrestre, à 75%, c'est de l'eau. Si je ne me trompe pas. La majeure partie du globe terrestre, c'est de l'eau. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité qu'on compare la Torah à l'eau. D'accord? On dit En ma'im el chaim, ve'en chaim el Torah. C'est un enseignement de nos sages. Donc la vie passe par la Torah. Maintenant, quand on nous parle de la mer dans les Mizmorim de Tehillim, on nous parle du Da'at Torah, on nous parle de la Torah, en réalité. Et vous savez c'est quoi les initiales de l'Echun Iranena, des 6 chapitres? Vous avez déjà fait attention? La Sim Yam. Mettre la mer au-dessus de tout. Donc mettre le Da'at Torah au-dessus de tout. Donc ça nous prouve que ces Mizmorim-là, ils mettent le Da'at Torah au-dessus de tout et qu'on est en train de faire le Tikkun. Et raison pour laquelle non seulement on fait l'Echun Iranena en Afrique du Nord, parce que Baruch Hashem, de Turquie jusqu'en Afrique du Nord, les Rabbanim, ils avaient, comme beaucoup de Géonim, avaient Baruch Hashem une super massorette, une super transmission orale, et avaient le contrôle total de ce qu'on appelle le pardes, donc de l'étude selon le sens littéral du texte, selon les allusions et les différents enseignements vers lesquels le texte nous envoie, la dracha, d'accord, donc tous les différents enseignements qu'on dégage et la morale du texte, et le sod, le secret qui se dégage de l'étude, le pardes. Donc on voit que les tfilotes qu'on est en train de faire, les mizmorim qu'on dit, le sens dans lequel ils sont faits, l'ordre dans lequel ils ont été mis, c'est pas pour rien que ça a été fait. Raison pour laquelle le Shulchan Aruch nous explique que si un juif ne connaît pas le nossar de cette fila, il a un sidour devant lui, qu'il n'aille pas faire un peu du nossar du sidour qu'il a devant lui et un autre nossar. J'ai assisté une fois à une famille où, Baruch Hashem, il y a une partie des enfants qui ont fait Teshuvah et qui sont devenus Lubavitch, Dieu bénisse pour eux, et tous des Talmidei Chachamim, que Dieu les protège, qui continuent dans le Derech HaTorah, et une partie des enfants qui ne sont pas encore religieux. Pour faire plaisir à tout le monde, ils ont commencé à faire le Nossar, une partie comme le Tehillat Hashem, c'est le Nossar Sfard Chabad, d'accord, du Birkat Amazon, et une partie du Patah Eliyahu. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas mélanger deux Nossar. Pourquoi? Parce que les rabbanim qui ont fait cette filote-là, ils ont mis en ordre les tfilotes d'une certaine façon pour qu'il y ait un certain tikkun, une certaine réparation qui se fasse sur la tfila. Et Shulchan Aruch nous rapporte que quand tu as un sidour devant toi, tu dois suivre le nossar du sidour. Ne pas mélanger les choses. Donc les gens, je leur ai dit, maintenant vous choisissez. Soit vous faites le nossar Chabad, soit vous faites Patah Eliyahu. Ça c'est votre problème dans votre famille, c'est à vous de voir entre vous. Baruch Hashem. Donc ils ont pris sur eux le nossar Chabad. C'est une bonne chose, qu'ils fassent Birkat Amazon. C'est ça l'essentiel, Baruch Hashem. C'est extraordinaire. Quand le clan Israël il vient, il se renforce en Torah. On voit aujourd'hui, à travers le monde, d'Afka, et c'est peut-être dur ce que je vais vous dire, on voit dans le monde qu'il y a une recrudescence au niveau de l'antisémitisme. C'est pas qu'en France. En Norvège, la semaine dernière, les 193 derniers juifs ont été évacués.
il n'y a plus de juifs en Norvège. Il y avait près de 20 000 familles. Plus un juif en Norvège. La Norvège, antisémite. Ils ont fait un nombre de problèmes aux juifs en Norvège que les juifs ont dû quitter la Norvège. Et on voit que dans le monde, il y a un antisémitisme qui est en train de monter. Alors moi, je me suis permis de parler avec les Gdoléador, de poser des questions au Rav Karilitz et à d'autres rabbinim. C'est clair que ça fait des années, et même le Rav Ovadia Yosef avant de partir, et même le Rav Yidashiv avant de partir, ils avaient dit qu'il y a une xéra sur le clan Israël. Il y a une grande sanction sur le clan Israël, et que le clan Israël d'Afkaï doit se renforcer. Au niveau de la massorette, au niveau de l'étude de la Torah. Et que toutes ces marlocotes qu'on a eues autour des minyanim de femmes, il y a 1 an en France, expliquent ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant? Aujourd'hui et maintenant, parce qu'il y a 1 an, il y a certains rabbinim de certains mouvements qui ont voulu parler de l'homosexualité selon le judaïsme qui se réautorisaient sous certains angles. Khalila Vechas. Vous n'êtes pas au courant. Voilà. On a eu des gens qui sont venus nous parler de minyanim de femmes et qui a une tendance de vouloir un peu se détourner de la massorette pour dire voilà, il y a une évolution des mœurs. Où est-ce que vous allez? Et par rapport à ça, aujourd'hui, il y a des sites internet qui sont en train de se constituer par des juifs qui font du satirique, entre guillemets, et qui passent leur temps à critiquer le consistoire et les rabbinim. Sous la blague. Que les rabbinim ils travaillent trop Shabbat, qu'ils font tout pour gagner de l'argent, etc., etc. Si un non-juif écrit des choses pareilles, qu'est-ce qui se passe? Donc ces gens-là, en plus, ils le font sous le couvert de l'anonymat. Donc on voit quoi? On voit qu'en réalité, et je terminerai sur ces mots, qu'en réalité, quand on nous rapporte qu'il y a une certaine massorette et qu'on doit la conserver, et qu'en réalité, et c'est terrible ce que je vais vous dire, quand 2 hommes mettent les tefilines et font la même tefila, ils ne réparent pas les mêmes choses dans le ciel. Chacun est dans ce monde pour remplir son rôle. C'est pour ça qu'on dit qu'on les garant les uns des autres, parce qu'on se complète les uns des autres. De ce fait, si les hommes commencent à faire ce que doivent faire les femmes, et si les femmes doivent faire ce que font les hommes, alors que plutôt dans le judaïsme on voit qu'on est plutôt cool, et que le statut des femmes il est vachement bien par rapport à d'autres, et très en avance par rapport à d'autres civilisations comme on a dit, c'est le début de différents mouvements et de scissions au sein du clan d'Israël qui vont entraîner une sinat rinam. Quand je vous parle par amour, je dénigre personne, chas v'shalom. Moi en tant que Rav, ça me fait de la peine quand je vois des scissions, parce que je sais qu'on parle de gens qui sont loin de l'étude de la Torah, qui sont loin de comprendre, parce que malheureusement, peut-être qu'ils n'ont pas eu la massorette, peut-être qu'ils n'ont pas grandi dans les bons milieux et qu'ils ne savent pas quelle est la grandeur de la Torah quand on applique la Torah comme il faut. Et que quand ils voient la Torah et le monde religieux sous un angle archaïque, ça me fait de la peine pour eux. Parce que je peux vous assurer que dans mon foyer, il n'y a pas plus heureuse que ma femme. Quand ses enfants étudient la Torah et que moi j'étudie la Torah et que ma femme c'est une avocate. Et qu'elle a son cabinet d'avocat. Et que moi je suis Dayan. Et qu'elle est très heureuse et que tout le monde est très content à Bnei Brak comme ça. Avec la famille Ishaï. Que la femme elle est avocate et que le mari il est Dayan. Qu'il n'y a aucun problème. Au contraire. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit au contraire, on voit aujourd'hui, Baruch Hashem, que non seulement on encourage aujourd'hui les femmes à apprendre des nouvelles technologies dans le monde religieux, et on les voit, Baruch Hashem, qui sont en train de développer des entreprises exceptionnelles dans les nouvelles technologies. Et que Dieu bénisse pour elles, même au niveau de la bourse, il y a des grandes entreprises qui sont venues, des grands groupes, des multinationales, qui ont racheté des sociétés qui sont à Bnei Brak, qui ne sont gérées que par des femmes d'Avrechim. Quand Kadosh Baruch Hu, il envoie la bracha, qu'on est aux portes de la Géoula, que tous les Gdoléador encouragent ça. Et que Be'ezrat Hashem, qu'on le veuille ou non, on voit qu'apparemment, même les Juifs de France, ils doivent commencer à réfléchir de peut-être devoir monter en communauté en Israël. De faire ce qu'on appelle un kibbutz galouyot. C'est l'idéal. Be'ezrat Hashem, dans les années à venir, vu la conjoncture. Maintenant, avec l'aide de Dieu, s'il y a des questions, je vous répondrai avec joie. Et je terminerai sur ces quelques points. Et c'est un point qui est essentiel. J'aimerais surtout que les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées écoutent bien ce que je vais leur dire. Parce que, et les jeunes hommes qui ne sont pas mariés, s'il y en a, écoutent bien ce que je vais leur dire, parce que c'est la base du Shalom Bayit. Si vous avez compris cette règle et que chaque jour vous vous en rappelez, vous n'avez plus de problème de Shalom Bayit. Garanti. Écoutez bien. On va essayer. Be'ezrat Hashem. On nous enseigne que dans ce monde, il y a différentes énergies.
d'accord, qui vont se compléter. Il y a un enseignement qui nous dit qu'il y a ce qu'on appelle le Etsem et la Tsura. Le Etsem, c'est l'essence des choses. La Tsura, c'est la forme qu'on donne aux choses. Et ça vient se compléter. Au niveau de la Shrina, il y a ce qu'on appelle le Etsem et la Shrina. Et la Tsura. D'accord? La présence divine. Et dans toute la façon que Dieu a créé ce monde, il y a toujours une essence qui donne vie et une Tsura, ce qui donne forme. D'accord? À la chose. Lorsqu'on voit un couple qui se marie, on comprend que le Etsem, c'est le mari et que la Tsura, c'est la femme. Et vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont avoir leur premier enfant, c'est l'homme avec sa semence qui va donner le Etsem, l'essence de la vie à la femme. Et l'enfant, durant le temps de gestation, il va prendre forme dans le ventre de la femme. De ce fait, le mari qui est le Etsem, qu'est-ce qu'on nous rapporte? Le mari a été créé moins craintif que la femme. Mais la femme a été créée plus active que l'homme. La femme est extrêmement active. Je vous donne un exemple, et c'est une réalité, c'est une médecine. Si je demande à un homme de gérer des enfants, de gérer le foyer et de gérer son travail, la majeure partie des hommes en sont incapables. Comme on disait quand on était jeune à Sarcelles, pétage de plomb complet. Incapable. Pas possible. Incapable. Une femme, elle est capable de gérer le travail, la maison, les enfants, et en période de ménage de Pessah, qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire une femme? Dieu bénisse pour elle. Alors que nous les hommes, oui, la femme elle va me demander de nettoyer le four. Non, viens, on nettoie pas le four, on le vend. À Pessah, le mari il a envie de tout vendre. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que si Akadosh Baruch Hu, il a fait la femme plus active et l'homme moins craintif que la femme, c'est tout simplement pour que l'homme puisse sortir à l'extérieur et ramener les matériaux premiers à la maison, qui sont la Parnassa et la Torah. Mais ces matériaux-là, qui va les utiliser pour leur donner forme dans le foyer? C'est la femme. Si la femme, elle comprend qu'elle doit encourager son mari dans le Derech HaTorah, et qu'elle comprend qu'elle doit encourager son mari à réussir professionnellement, que quand il y a des difficultés financières, au lieu de dire il n'y a pas et de grogner, de dire Bezrat Hashem, tu vas y arriver. On est derrière toi, tu es capable. De faire ça, c'est Ezer Kenegdo. Savoir encourager le mari quand il faut et s'opposer à lui quand il faut. S'opposer à lui quand il ne va pas à la synagogue faire cette fille-là et l'encourager quand ça ne va pas sur le plan professionnel. Quand c'est comme ça, le mari il est épanoui. Parce que les hommes, c'est comme des enfants. Quand on vient et qu'on commence à leur faire des reproches, ils se ferment, ils dépriment, ils restent au lit, ou la nuit, ordinateur, internet, console de jeu, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. En plus, il y a un truc sympa, ça s'appelle Facebook ou Boubouk. Je sais pas si vous connaissez, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Une catastrophe. Ça ne sert qu'à la propagande et la propagation des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, l'antisémitisme en France, il est en train de prendre une ampleur grâce à ces réseaux sociaux. Ça va très très vite, à cause de ça. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité qu'il y a le Etsem et la Tsura. Le Etsem, c'est le mari, la Tsura, c'est la femme. Si la femme, elle est plus active, c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose, c'est pour donner forme au foyer. Donner forme au foyer, c'est pas l'intérieur, les couleurs des murs, etc. C'est quelle direction va prendre le foyer sur le plan spirituel. Et je vous explique qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Quand dans un foyer, on voit que la femme, elle va faire au moins une amida par jour. On voit que la femme, elle veut faire cette fille-là, elle fait des brachot, elle veut étudier la Torah, alors qu'elle n'a pas l'obligation. Les enfants, ils se disent, papa il fait, mais papa il est obligé. Maman elle fait, maman elle n'est pas obligée. Ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que c'est un kiff si maman elle kiffe. Elle n'est pas obligée mais elle fait. Et le foyer grandit comme ça dans le Derech Torah. Quand on comprend ça, on comprend tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réciprocité entre le mari et la femme, et dans chaque décision du foyer, le mari et la femme doivent se compléter pour ne former plus qu'un. Il y a dans la Gemara, on dit qu'un homme qui écoute trop sa femme finira par hériter des enfers. Et, oui. Un homme qui écoute trop sa femme, il rage Gehinom. Il finira en enfer. De quelle femme on parle? On parle d'une femme qui va le diminuer quand il y a des problèmes d'argent et ne pas l'encourager sur la voie de la Torah. De l'autre côté, Shlomo HaMelech nous reporte au nom de la Gemara que celles qui ont la plus grande chasesse dans ce monde, ce sont les femmes. Ça s'oppose. Et là, on parle de la Eshet Raïl qui encourage son mari quand il y a des problèmes d'argent et qui l'encourage dans le Derech HaTorah. Et ses enfants aussi.
Et c'est de cette femme-là qu'on nous parle dans le Zohar, quand elle se couvre la tête, et qu'elle est tsnoa, et qu'elle aura des enfants, un mari et des enfants, Talmidei Chachamim, parce que c'est une Eshet Chayil. Elle encourage son mari dans le Derech HaTorah. C'est de ça dont on est en train de parler. Et c'est ça qui est en train de se jouer. Quand Be'ezrat Hashem, tout le monde aura compris que le mariage, c'est un véritable tikkun, qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas, et que parfois, un couple a besoin de se disputer, mais il faut savoir se disputer, et que la dispute, c'est une soupape de sécurité dans le couple, pour refaire descendre la pression, et pouvoir communiquer et parler au-delà de toutes les clipotes. On retrouve la place du mari et la place de la femme dans le foyer. Si on commence à inverser les choses et se lancer dans des débats du statut de la femme dans le judaïsme, c'est remettre totalement en question la place de chacun dans le foyer. Alors qu'on voit que déjà le judaïsme, au niveau du Talmud, encourage la femme à avoir une vie active, et au niveau de la halakha, encourage la femme à étudier la Torah. Non seulement ça, mais certains mouvements nous disent on a besoin de femmes rabbins. Je suis désolé de vous l'apprendre. La rabbinite Kanievski, Zichrona Livracha, a passé ses journées à organiser des tfilotes pour femmes, à enseigner la Torah pour les femmes. Et on a plein de rabbiniotes aujourd'hui qui enseignent la Torah et qui connaissent la halakha. Il y a des gens aujourd'hui qui essayent de nous vendre quelque chose qui existe déjà. Ça existe déjà. Baruch Hashem. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le klal Israël a besoin de se renforcer et de suivre les Gdolei Hador. C'est quelque chose d'extraordinaire. On a un mérite dans notre génération d'avoir les Gdolei Hador. Quand on a des questions, Baruch Hashem, ils sont là. Moi, j'ai assisté réellement à des nissim. Le Rav Chaim Kanievski, il a annoncé des choses extraordinaires. Je vais vous raconter une petite histoire avec le Rav Chaim Kanievski. Il y avait un caméraman à l'époque du Rav Amnon Yitzhak. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce Rav, Baruch Hashem. Le Rav Amnon Yitzhak, il avait un de ses caméramans qui commençait à faire teshuva. Bref, il avait acheté une nouvelle maison. Avec la nouvelle maison, il avait des mezuzot neuves. Mais il avait un problème. Ça faisait plusieurs mois qu'il était dans la maison, il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Un soir, le Rav Amnon Yitzhak lui dit viens, on va voir le Rav Chaim Kanievski. Il dit ok, on va voir le Rav Chaim Kanievski. Il va voir le Rav Chaim Kanievski. Rav Chaim Kanievski, il le regarde, il dit Vod Arav, j'aimerais une bracha parce que j'ai un problème. Ma femme, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il lui dit, tu rentres chez toi, tu vas devant la porte de ta chambre à coucher, tu prends la mezouza elle est kshira, juste tu la retournes, elle est posée à l'envers. Il dit, Kvod Arav, c'est impossible. C'est mon cousin, qui est Sofer, qui est Iré Shamaïn, c'est un grand Talmid Chacham, c'est lui-même qui a écrit la mezouza et c'est lui-même qui a tout posé. C'est impossible qu'il ait posé une mezouza à l'envers. Rav Chaim Kanievski, il a dit, écoute, t'as pas besoin de parler avec moi, j'ai pas beaucoup de temps, va chez toi, chambre à coucher, mezouza à l'envers, mets-la à l'endroit. Le monsieur, il rentre chez lui, c'est une histoire vraie. Le monsieur, il rentre chez lui, il va dans sa chambre à coucher, devant la chambre à coucher, il ouvre la mezouza, il voit que la mezouza, elle était posée à l'envers. Il a retourné la mezouza. Dans le mois, sa femme est tombée enceinte. Ça, c'est le Rav Chaim Kanievski. Quand on a le mérite d'avoir des gdolim pareils dans notre génération, pourquoi ne pas les suivre? C'est une question, je me la pose encore. Baruch Hashem. Donc maintenant, c'est notre rôle à nous. Il y a toujours eu la massorette dans le clan Israël. Il y a toujours eu à notre tête, Baruch Hashem, des Talmidei Chachamim et des Gdolim. Baruch Hashem, dans notre génération, on a des grands. C'est à nous de savoir suivre leur chemin et se renforcer en Torah pour avoir le mérite de la Géoula à travers l'amour de son prochain. Et je terminerai sur un dernier enseignement. Je sais que je suis très long, je suis vraiment désolé. D'accord? Et ce dernier enseignement, il est très important. On voit qu'il y a deux Gmarot qui viennent et qui ont un enseignement totalement différent. Dans Masichet Shabbat d'Avkouf Yutret, on nous enseigne qu'il y aura la Géoula à partir du moment où tous les Bnei Israël feront 2 Shabbatot de suite, qui est le Chata. Ils sauront faire le Shabbat comme il faut, en connaissant toutes les halachot. Ça veut dire, pour bien connaître à fond toutes les halachot de Shabbat, il faut toutes les étudier. Ça veut dire que tous les Bnei Israël seront tous des Talmidei Chachamim qui connaîtront sur le bout des doigts les lois du Shabbat, qui sont assez compliquées pour certaines d'entre elles. Donc par rapport à ça, c'est une première Gemara. Et il y a une autre Gemara dans les Darim qui nous dit que même si tout le clan Israël est idolâtre, alors il y aura la Géoula. Pose la question. C'est quoi la différence entre ces deux enseignements? Je ne comprends pas. Soit on fait 2 Shabbatot, et encore, il y a encore d'autres Gemarot qu'on pourrait opposer à ces deux enseignements-là. Soit on fait 2 Shabbatot, et on fait la Torah comme il faut, on étudie la Torah comme il faut, et il y a la Géoula qui vient. Soit on fait rien, on est idolâtre, et la Géoula elle vient parce qu'on sera tous unis. Il y aura l'Ardout dans le clan Israël.
Viens, je comprends simplement que l'ardoute suffit. Non, c'est pas ça qui est enseigné. Le Rav Raphaël Yaakov Israël, Zecher Tzadik de Kadosh Livracha, qui était à Sarcelles, avec qui mon père a eu le mérite d'étudier, Baruch Hashem, il enseigne dans son Sefer Ramat Aaron, un de ses Sfarim sur la Masechet Shabbat, de commentaires sur Masechet Shabbat. Dans la Hagdama, il met en opposition ces deux enseignements, il rapporte le Rambam, dans Ilchot Melachim Perek Yudbet. Il nous rapporte une chose extraordinaire. Il dit en réalité ici, c'est deux enseignements qui sont totalement différents. Là, quand on te dit que le Klal Israël, il va faire 2 Shabbatot, et Mashiach, il vient, c'est le Klal Israël qui aura fait Teshuvah, qui fera Torah au Mitzvot, et il y aura le Mashiach sans toutes les épreuves. Et là, on te dit que Mashiach viendra parce que le Klal Israël sera uni alors qu'il sera idolâtre. C'est le Klal Israël, il va venir, le Mashiach, il va venir, mais il y aura des épreuves. Il y aura Chevla Mashiach, il y aura les souffrances pour l'enfantement de Mashiach, pour que Mashiach vienne. D'accord? Il y aura beaucoup d'épreuves. Le Rambam, il nous rapporte là-bas une chose extraordinaire. Et c'est très important d'écouter ça. Il dit que tout ce qui nous ont été annoncés par les prophètes, dans le livre des prophètes, dans les Nevi'im, et tout ce que nos sages nous annoncent dans la Gemara et dans le Talmud concernant les temps messianiques, ce sont des choses qui restent, même pour ces maîtres et ces prophètes et ces maîtres du Talmud, c'est un mystère pour eux. Ils ne savent pas très bien de quoi on est en train de parler. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire qu'on nous enseigne, et c'est clair, que toutes les prophéties que nous avons dans le livre des prophètes ne sont pas obligées de se réaliser. Elles sont là pour nous mettre en garde, pour qu'on sache voir les signes précurseurs des problèmes et faire Teshuvah. Si le Klal Israël fait Teshuvah à travers l'étude de la Torah et des Mitzvot, ou Baruch Hashem ici, vous avez une Kihila exceptionnelle, rue Henri Murger, vous avez le Rav Abdelchak, qui est un rabbin exceptionnel, je crois que vous ne réalisez même pas la gadlout de votre Rav ici, la Hanava qu'il a ce Rav, comment il gère la Kihila et sa gadlout. Moi je l'ai vu la dernière fois que je suis venu, donner un shiur de Dafayomi par cœur. Sur le Dafayomi, au téléphone, il était bloqué dans les embouteillages. Il a mis le téléphone, il a donné le shiur par cœur. Par cœur, avec la Gemara, Rashi, Tosfot, les commentaires, Dieu bénisse pour lui. Il m'a juste demandé au téléphone de lire la Gemara. Et lui, il expliquait tout. Il avait le Rashi, le Tosfot, les commentateurs, il connaissait tout. Quand il est arrivé, je lui dis, Kvodarav, vous aviez préparé le DAF? Il me dit, ah, Emet, j'ai pas eu le temps. Je dis, Ben Porat Yosef. Vous avez un Rav ici, Ben Porat Yosef. Donc quand on a l'occasion de voir un Rav pareil, il faut s'attacher à son Rav, suivre ce Rav. C'est d'abord un Rav qui suit l'Igdolé Ador et se renforcer sur le Derech HaTorah. Mais Ezrat Hashem, c'est comme ça qu'on ramènera la Géoula. Et la Géoula, sans les épreuves. Que tous les avertissements qu'il y a dans le livre des prophètes ne restent que des avertissements. Que Bezrat Hashem, qu'on puisse tous monter en Israël et avoir le Beth Amikdash, Beshalom. Bezrat Hashem, sans les guerres et qu'il y ait la paix dans le monde, pour l'ensemble de l'humanité. Amen, Ken Yiratson. S'il y a des questions, Vakasha. Toujours sur l'histoire de Kippour et du minhag tunisien de se réunir sous le talit. La dernière sonnerie du chauffard, elle ne fait plus partie vraiment du seder ni des tfilotes. C'est rajouté. Et c'est à ce moment-là où on se met sous le talit avec les femmes. Donc c'est pas la tfila, c'est plus le moment de la tfila. C'est quelque chose. La dernière sonnerie, elle n'est pas obligatoire. C'est une coutume de rajouter cette sonnerie et on se met là sous le talit. Si à l'époque il le faisait et les grands ils le laissaient faire, c'est quand même que. À l'époque, quand ça a commencé. Non, je vous écoute. À l'époque, quand ça a commencé à être fait, c'était à l'époque de Rabbi Yitzhak Taïeb en Tunisie. Donc c'est assez vieux, d'accord? Et non, je dis des bêtises, c'était après. C'était à l'époque de Rabbi Yoshua Bessis. À l'époque de Rabbi Yoshua Bessis, et Rabbi Yoshua Bessis écrit un shoot à ce sujet, où il demandait à ces personnes de rester en dehors de la synagogue. Et les gens faisaient ça dans la rue. Donc il ne laissait pas faire dans l'enceinte de la synagogue. Maintenant, je ne sais pas, c'était le grand rabbin de Tunisie. Si lui, il a écrit ça, à nous d'écouter nos sages. Deuxième question, quand on dit que la femme doit être active et travailler, être businessman et tout, mais ça va l'amener à avoir du contact avec des hommes, avec des rendez-vous, des machins, c'est pas très smooth. Alors, c'est une très bonne question, d'accord? Ces questions-là se sont très souvent posées, ok? Baruch Hashem. Si une femme a l'occasion, et c'est possible, de trouver un travail où elle peut avoir un minimum de contact, où le contact ne reste que professionnel, il reste digne et qui ne pose pas de problème, Inematov ou Manaïm, et c'est possible aujourd'hui. Vu qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, dans la majeure partie des pays, il y a des lois concernant le droit du travail et les femmes sont protégées, d'accord, du moindre petit problème. Donc maintenant,
le judaïsme n'est pas fermé au monde extérieur. Le judaïsme a toujours été un phare pour les autres cultures et a toujours été un phare pour le monde extérieur. D'ailleurs, la société dans laquelle on vit, on l'appelle une société judéo-chrétienne, c'est pas pour rien. Hein. D'accord ? Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où la femme elle peut travailler dans un cadre qui ne pose pas problème au niveau de la loi juive, ça ne pose aucun problème, bien au contraire. Et comme je l'ai dit, par exemple en Israël, il y a des bureaux qui sont en train de se monter qu'avec des femmes. Donc là, Bichlal, il n'y a vraiment pas de problème. D'accord ? C'est quoi qu'on a entendu que le regard de la femme par rapport à l'homme qui est au collège de la journée et que la femme au travail, elle l'admire moins, enfin ça crée des tensions quand même dans la durée, que ça amène un divorce de ça parce que il n'y a plus le rôle de... Alors ça dépend des couples. La valorisation en fait, voilà. Bon, ça dépend des couples. À partir du moment où il y a un problème comme ça dans le couple, ça vaut le coup de s'asseoir avec un rave pour discuter, voir ce qui se passe au niveau du couple et voir si réellement il y a un problème à ce niveau-là avec la femme, elle commence à dénigrer son mari, voir est-ce que c'est un maas et Satan, est-ce que c'est lié de Sarara et que ça peut se régler parce qu'il y a un tout petit souci au niveau du foyer, que c'est pas le fait que le mari étudie qui pose problème, c'est le fait que la femme ne se sent pas, elle ressent pas, le mari ne montre pas la reconnaissance qu'il devrait avoir pour sa femme. Si le mari ne sait pas être reconnaissant vis-à-vis de sa femme, c'est quelque chose de très grave. Je vais vous donner un exemple concret. On dit que lorsque Adam Arishon il a fauté au niveau de la faute originelle, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, il y aura deux choses que tu devras faire pour réparer ta faute. Que toi, l'homme, tu auras l'obligation, la femme, elle n'a pas l'obligation. Il lui a dit, Beziat kapecha tochal lechem, à la sueur de tes mains, tu devras travailler la terre pour pouvoir manger du pain. Donc on apprend là que Akadosh Baruch Hu, il a expliqué à l'homme comment... Hein? La sueur de ton front. Alors, pardon? Biziat apecha, vous voulez dire? Très bien. Alors, c'est la sueur de ton front, tu travailleras la terre, d'accord? En réalité, on nous enseigne que l'enseignement ici, c'est biziat kapecha. Ce sont tes mains. Quand tu ouvres tes mains, d'accord? C'est là que tu pourras vivre et manger le pain. Donc, tu devras travailler la terre avec tes mains. D'accord? Il y a un véritable petit coup qui devra être fait et tu devras avoir des enfants. Pourquoi? Parce que bon, il y a eu tout un problème au niveau des chamottes, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que tout le sod, à ce niveau-là, il y a différents schémotes. D'accord? Quand on dit qu'amour poter et yadecha o masbeh alechol chai ratzon, il y a un nom qui est connu qu'on retrouve dans tous les sidorim, c'est P, Aleph, plus loin Yud. Ça représente un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est un des noms en rapport avec la Parnassa. D'accord? On nous rapporte que la gematria de P, Aleph, Yud, c'est 91. Le nom de Dieu, Yud Kevavke, le Shem Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud, les deux ensemble, c'est aussi 91, qui fait Malach. Qu'en réalité, que lorsque nous, on travaille la terre, pour sortir de la terre la Klippa, parce qu'on dit que les Neshamot, à ce moment-là, elles sont descendues au niveau matériel, et qu'il faut les réélever au niveau spirituel, d'accord? À ce moment-là, on fait le tikkun de la Shrina à un certain niveau, et que l'homme, il est comparé à un malach. Comment il est comparé à un malach? Tochal lechem. Il mangera du pain, comment il mange? On dit qu'un homme, il est jugé, d'accord, par rapport à son verre, comment il va boire, d'accord, kiso, koso, kaaso, d'accord, comment il va gérer son argent, comment il va boire, il va manger, et comment il va réagir à l'alcool, entre guillemets, et comment il va se mettre en colère. Par rapport à ça, on verra s'il a le da'at à Torah ou pas. Tout ça, ça passe par la façon qu'il a travaillé, la façon qu'il a d'utiliser sa parnassa. On dit que le sod de la parnassa, pour avoir une bonne parnassa, c'est de comprendre que quand on a la parnassa, c'est pour rendre heureux les membres de sa famille. Donc ça veut dire que quand on travaille, il faut avoir la Emouna, d'accord? On dit qu'après la Mishnah nous rapporte dans les Douyot, qu'après le Chorban du Bet Amikdash, d'accord? Tamu Baalei Amana, d'accord? Mina Olam. C'est-à-dire les hommes qui avaient la véritable Emouna ont disparu de ce monde. C'est qui les hommes qui avaient la véritable Emouna? Là-bas, on nous explique dans la Mishnah que c'était ceux qui ne s'inquiétaient pas du lendemain. Que chaque jour, Akadosh Baruch Hu leur donnait la parnassa sans s'inquiéter du lendemain. Qu'un homme qui est au kollel, il n'est pas censé s'inquiéter du lendemain. La femme qui a son mari qui est au kollel, elle n'est pas non plus censée s'inquiéter du lendemain. À partir du moment où l'homme ne comprend pas que la parnassa, la bracha qui est en train de tomber dans le foyer, c'est pour rendre heureux la femme et le foyer dans le derech HaTorah, et qui ne fait pas ce qu'il faut pour épanouir sa femme, il ne fait pas le tikkun. Et il y a une klala au niveau du foyer, au niveau de la parnassa, parce que tout le tikkun dont je viens de parler n'est pas fait. Vous avez compris? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, son rôle à lui, quand on dit onata, c'est d'épanouir sa femme, c'est de montrer qu'il est reconnaissant vis-à-vis de sa femme. La femme, elle a besoin d'encouragement.
elle a besoin qu'on lui dise merci, elle a besoin qu'on lui offre des fleurs veille de Shabbat, veille de fête, qu'on lui achète des vêtements, elle a besoin de sentir que son mari est reconnaissant. Quand il y a une femme qui a son mari, qui a décidé de laisser son mari étudier, le mari chaque soir il doit rentrer avec un chidouche que pour sa femme, avec un dvar Torah que pour sa femme, pour montrer à sa femme, j'ai pensé à toi aujourd'hui, j'ai étudié quelque chose, c'est que pour toi ça, cadeau. Et la femme, elle se dit, mon mari il a pensé à moi. Voilà. Dans les médecins, ça ne rentre pas dans le budget. Est-ce qu'il doit continuer le collège? Non. Quand dans la médecine ça ne rentre pas dans le budget, le Raphaël Kenevski il a dit il n'aime pas les gens qui s'asseyent, qui étudient la Torah et qui font des dettes et qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. La Gemara nous dit qu'un homme qui a femme ses enfants n'est pas appelé Tamid Racham. Voilà. Quand on sera dans le monde du collège, d'après les rentrées qu'ils ont, ça ne colle pas. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. C'est dans. Bon. Excusez-moi, non. Oui. Pour beaucoup de gens, c'est pas vrai. Quoi. Attendez, excusez-moi, madame. Moi, pourquoi je vous réponds que c'est pas vrai? D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je siège dans un beddin et quand chez nous arrivent les cas, on répond à Alpi Alacha ce que chacun doit faire. Alpi Alacha. Ce que chacun doit faire. Pourquoi on encourage au départ les jeunes à être avrechim, je dirais entre guillemets, sur le dos de leurs femmes qui sont préparées à accepter, etc. Alors qu'ils ont le chiyuv d'être les farnès, parce que c'est ce que vous avez dit, ça fait partie de ça et limite. Donc on revient au début du cours où j'ai expliqué la Gemara dans Kiddushin d'Aflamet Dalet Amoudbet, où là-bas on encourage les hommes de trouver un arrangement avec leur femme au début du mariage, pour que la femme assume le foyer pour qu'ils puissent s'asseoir et étudier. Déjà à l'époque de la Gemara ça existait. Donc on revient au même sujet, d'accord? Et que la femme, le jour où elle ne peut plus, ou elle ne veut plus assumer le foyer, c'est le mari qui devra sortir du limoud pour assumer le foyer. C'est la halakha qui est comme ça. Mais comme Vous elle a savez fait très bien déjà même qu'en Israël, un seul salaire est insuffisant. Alors excusez-moi, alors je vais rétorquer à cette histoire de faire des études. Je peux vous présenter des multimillionnaires qui sont bac moins 10. Et je peux vous présenter des gens pauvres qui sont bac plus 20. La parnassa, ça n'a aucun rapport avec les études. Donc la formation professionnelle, c'est pas ce qui va faire que les gens vont gagner de l'argent. L'argent, la parnassa, c'est une bracha qui vient de Dieu. Et ça inclut le niveau de la Emouna. Si on a la Emouna, chaque jour Akadosh Baruch Hu nous apporte la parnassa. On nous rapporte que le Baal HaSulam et le Noam Elimelech, chaque soir, ces grands tzadikim-là, ils étaient arrivés à un tel niveau que l'argent qu'ils avaient dans la maison, une fois qu'ils avaient utilisé l'argent pour pouvoir manger et vivre, ce qui restait comme argent, ils distribuaient aux pauvres. Parce qu'ils disaient, demain, Akadosh Baruch Hu, il va m'apporter. Un soir, le Baal HaSulam, à 2h du matin, il n'arrivait pas à s'endormir. Une fois qu'il a terminé d'étudier. Il a réveillé sa femme gentiment en lui disant, écoute, est-ce que tu aurais laissé de l'argent à la maison? Parce que moi, je ne peux pas dormir, il doit y avoir de l'argent à la maison. Sa femme, elle est venue, elle lui a dit, oui, il reste un petit billet. Il a dit, il a pris le billet, il est parti donner la tzedaka. Chaque jour, à Kadosh Baruch Hu, il lui donne la parnassa. Ça veut dire quoi? D'abord, la Emouna. Je veux dire, aux gens qui ne payez pas votre loyer, on vous met à la porte. Vous ne faites pas certaines choses. Vous avez beau avoir les Mouna, ça tombe pas. Je veux dire, je ne sais pas. Très bien. Alors, regardez. On peut parler des heures. Quand des cas pareils se présentent à nous, il faut savoir une chose. De faire le calcul. Si la personne sort du collège, est-ce qu'elle va gagner plus d'argent ou moins d'argent dans la vie active? Parce que le problème... Non, mais le problème auquel moi je vais vous renvoyer, c'est pas tant le problème des diplômes ou de la formation professionnelle. Aujourd'hui, il y a des gens en Israël, pour parler des kolélim en Israël, où les gens ont des diplômes et des formations professionnelles, on leur propose des boulots pour commencer à 4800 shekels par mois. Un monsieur qui a fait Minal Asakim et qui veut commencer à travailler à la banque, il gagne 4400 shekels par mois au début. 1000 euros. D'accord? Oui, 1000 euros. Donc c'est ce qu'il va gagner au début. Il a fait des études. C'est ce qu'il va gagner. Est-ce qu'il va nourrir sa famille? Quand on a un avraire qui a du mal à s'en sortir, excusez-moi, et qui a un kollel Yom, et un kollel Erev, et un kollel Shishi Shabbat, et qui fait des mifranim, s'il étudie comme il fait, il peut arriver à 6000, 7000 shekels par mois. Et il y a l'argent pour lui. Donc les avrechim... Ouais. Entre les différents kolélim et les mifranim qui passent, dans ce qu'on appelle dirchou, etc. Il y a plein de mifranim qui sont organisés. Non, mais moi je parle aussi en connaissance de cause, c'est pour ça que je parle. Mais très bien, donc c'est bien. Donc en connaissance de cause, moi je vous propose après de venir me voir, de prendre mon numéro et de m'envoyer la personne en question, pour voir comment on peut l'aider. Ça c'est un, et de voir Alpi Alacha, qu'est-ce qu'il doit faire. Ça j'ai aucun problème, j'ai l'habitude. Parce que si les parents sont pas derrière, je ne vois pas comment ils peuvent faire. Je ne vois pas. Ça, Parce que si on démissionne... Alors là vous parlez d'autre chose. Mais si, mais non, merci. Il y a un problème de fond au niveau des yeshivot. Qu'ils fassent des yeshivot, Kamaton. Mais au moins qu'on leur dise, soyez avrechim. Alors je vais répondre. En ce moment, il y a un grand débat au sein des Gdolei Hador entre le Rav Steinman et Rav Auerbach, à ce niveau-là. Le Rav Steinman a encouragé l'ouverture, et ça fait plus de 16 ans,
D'accord? Un, il a encouragé l'ouverture d'unités religieuses à l'armée qui s'appelle Nachal Haredi. D'accord? Et deuxièmement, il a encouragé l'ouverture de Mechlalot. Le Rav Ovadia Yosef, il y a 25 ans de ça, il a déjà commencé à ouvrir des Mechlalot pour les gens qui ont étudié dans les yeshivot, pour qu'ils puissent avoir des formations professionnelles. Une des Mechlala aujourd'hui, qui a l'une des plus grandes réussites en Israël, c'est la Mechlalat Uno, où au début les gens ils avaient passé des diplômes de simples comptables et graphistes. Aujourd'hui, on peut devenir à la Mechlalat Uno expert comptable, avocat, etc. Il y a énormément de personnes qui ont étudié la yeshiva et qui ont une réussite exceptionnelle dans les études. Et je parle d'hommes qui vont étudier la Mechlalat Uno. D'accord? Aujourd'hui, il y a une marloquette entre les rabbanim où le Rav Steinman explique que lui, quand quelqu'un a des problèmes d'argent, comme le Rav Chaim Kanievsky et le Rav Nissim Karelitz, il doit aller travailler. Et c'est ça les Gdolei Hador ce qu'ils disent. Et il y a le Rav Auerbach qui dit non, même s'il y a des problèmes d'argent, il doit rester au kollel. C'est aujourd'hui une marloquette qui existe au sein des Gdolei Hador. Si les gens n'écoutent pas les Gdolei Hador, on a un Rav de Gdolei Hador qui explique qu'Al Pi Halacha, quand une personne commence à avoir des dettes, elle doit sortir du système de l'étude pour étudier moins longtemps durant sa journée et commencer à travailler pour nourrir sa famille. C'est la halacha qui dit ça. S'il y a des gens qui ne veulent pas écouter la halacha parce qu'ils pensent qu'il y a une pression sociale ou parce qu'ils ont honte, c'est Maaseh Satan. Il y a besoin de les mettre devant des rabbanim qui les mettent face à leurs responsabilités pour leur mettre les pieds sur terre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui devant les rabbanim. Si après les gens ne veulent pas écouter les rabbanim, il ne faut pas remettre en question tout un système qui est géré par les mêmes rabbanim. C'est ça que je suis en train de vous dire. Le système, il n'est pas comme vous le décrivez. Ce que vous êtes en train de décrire, ce sont des exceptions qui n'écoutent pas la voix des Gdolei Hador. C'est tout. C'est ça que je suis en train de vous dire. Dernière question peut-être, une avant-dernière, et j'ai vu Madame Bitton qui avait levé la main, donc on lui donnera la parole, et on vous donnera la parole, Madame, juste après. Et à vous aussi également. Alors ce sera le tiercé des 3 dernières questions, vous aurez chacune la parole. Simplement, je voulais bien récapituler. La référence que vous avez citée, c'était Kiddushin la Médaille. Oui. Et c'est pas une halakha, c'est une Gemara. Il y a un débat au niveau de la Gemara. Si. Shulchan Aruch dans le Even Heiser. D'accord? Siman Chet, Siman Alef. Là-bas, il vient, il explique clairement la halakha. D'accord? Et le Ran qui est rapporté sur place. Vous verrez, étudiez. Shulchan Aruch. Oui, dans le Even Heiser. D'accord? 8.1. Voilà. Madame? Excusez-moi, comment on fait une femme qui a des enfants petits et son mari doit aller faire des études? Faire de quoi? Étudier la Torah, et c'est qui va s'occuper? Quel examen? Alors c'est ça qu'on dit. On dit que ça, c'est autorisé à partir du moment où il y a suffisamment d'argent qui rentre à la maison pour nourrir la famille. La parnassa, c'est pas devoir travailler. Quand on dit à Adam Arishon qu'il devra, entre guillemets, travailler la terre pour pouvoir vivre, c'est une klala. Dieu le maudit. Il lui dit tu vas faire une réparation parce que tu as fait la faute originelle. Avant ça, l'homme, il n'avait pas besoin de travailler pour avoir ce dont il avait besoin. Quand on regarde bien dans la nature, tous les animaux, lorsqu'ils se lèvent et lorsque l'écosystème est protégé dans cet endroit-là et que l'homme n'a pas détruit l'écosystème naturel, chaque animal, lorsqu'il vient et qu'il se lève et qu'il commence à vivre sa journée, que ce soit le jour ou la nuit, on nous rapporte dans Perek Shira qui chante une louange à Dieu et que tout de suite devant lui se présente sa nourriture. Il n'a pas besoin de se casser la tête pour trouver sa nourriture. L'homme, c'est le seul, s'il va chasser, qui doit user de stratagèmes pour réussir à attraper sa proie. Il ne peut pas naturellement attraper sa proie, il a besoin de pièges, etc. L'homme, c'est lui, il a été maudit parce qu'il a fauté. D'accord? Donc, aujourd'hui, la parnassa, ce n'est pas travailler. La parnassa, c'est de recevoir d'Akadosh Baruch Hu. Quand un homme, il va travailler, il fait sa ishtadlut pour recevoir son argent. Un homme a l'obligation d'aller travailler parce qu'il ne peut pas compter sur des miracles, sur des miracles pour recevoir d'Akadosh Baruch Hu sa parnassa. Il a cette obligation-là. Maintenant, la parnassa, l'homme, il a l'obligation de gérer la parnassa. Si la femme accepte d'aller travailler, d'avoir suffisamment d'argent, ou si le jeune couple, au début du couple, comme dans beaucoup de foyers, se font aider. Parce que ce que vous êtes en train de dire, nous, on a un problème, les Français. Je vous explique le problème qu'on a, nous, les Français. Nous, les Français, ce système du kollel, chez nous, il est très jeune. Il est très jeune pour nous, les Français, le système du kollel. Chez les Israéliens, c'est un système qui existe pour eux depuis 200 ans, 300 ans, c'est revenu déjà chez eux. Ça a déjà commencé. D'accord? Le système de la yeshiva et du kollel, etc. Et ça s'est bien développé. Et que Dieu bénisse, lorsqu'ils sont arrivés en Israël, ils ont pu acheter des lopins de terre à moindre coût, et hériter de leur famille, et se retrouver avec un très beau parc immobilier dans certaines familles, pour pouvoir avoir de quoi payer le mariage à chaque enfant, et qu'ils aient plusieurs années devant eux pour pouvoir se faire une situation et étudier la Torah. Quand nous, les Français, on veut envoyer nos enfants là-dedans, on a un problème. Pourquoi?
Parce que, on n'a pas grandi dans ce système-là, que quand on arrive et qu'on veut acheter aujourd'hui dans l'immobilier qu'on n'a pas acheté, que ce soit n'importe où dans le monde, le coût de l'immobilier est extrêmement cher, donc on n'a pas forcément pour aider le jeune couple. Et le jeune couple, il veut faire teshuva, il veut se mettre dans le derrière à Torah, ils ont rien. Il dit, on va vivre sur notre émouna, Kadosh Baruch Hu, il va nous envoyer. Non, là, Allah, elle te dit, tu dois faire ta ishtaldout pour être sûr d'avoir une parnassa. Tu ne dois pas venir et étudier pendant des années et qu'il va y avoir, entre guillemets, un trou qui va se faire dans ton budget, que tu vas cumuler des dettes. Ça, le Rav Chaim Kanievski lui-même, le Rav Nissim Kariv, le Rav Steinman, il dit à Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas quelqu'un qui étudie comme ça. Quelqu'un qui étudie, qui fait des dettes, à Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas son étude. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et ça, c'est un problème qu'on a dans le milieu français. C'est pour ça que nous, on met au point différents systèmes. Aujourd'hui, on a différentes sociétés qui ont été ouvertes à Bnei Brak pour les femmes d'Avrichim francophones, pour leur permettre, avec la bracha du Rav Steinman, d'avoir une bonne parnassa. C'est pour ça que je vous dis, et même à Yerushalayim, c'est pour ça que je vous dis, pour les gens qui ont de la famille, ou des enfants, ou des gens dans leur entourage qui ont des difficultés, envoyez-les chez nous, peut-être qu'on trouvera des solutions pour les aider. On est là pour ça. C'est le rôle des rabbanim. Dernière question. Dernière question, vous avez dit un autre sujet. Quand c'est pareil, il faut encourager le mari quand il a des problèmes d'argent, et il faut de l'autre côté être opposé à lui quand par exemple il se lève mais quand il est opposé à lui, c'est quoi, lui faire des remarques, on ne peut pas l'encourager simplement aussi? Encourager, mais gentiment. Si on peut faire, quand on dit qu'on doit faire un reproche à son prochain, on dit Tocha Benima. Il faut le faire de façon agréable. Donc s'opposer à lui, lui dire écoute, viens, va faire ta tefila pour nous, etc. L'encourager. Si on voit que ça ne marche pas, alors le titiller un petit peu, jusqu'à qu'il accepte. D'accord? En général, il faut arriver à le motiver. Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est réciproque. Les hommes aussi, ils ont la même obligation vis-à-vis de leur femme. Encourager aussi la femme, elle a besoin. Remercier la femme. Avoir des petits gestes pour sa femme, c'est extrêmement important. Mais si on voit que le mari, par exemple, tout ce qui est reproche dans n'importe quel domaine, il a du mal à accepter, on laisse tomber. Hein? Si on voit que le domaine reproche, peut-être le sujet, ça, il a du mal à accepter, ou c'est pas... Tout dépend du mari. Pour ces questions-là, on vient voir le Rav en privé. Voilà. Baruch Hashem, vous inquiétez pas, je viens tous les 15 jours à Paris. Avec le Rav Abdelchak, on a peut-être des projets en commun sur la communauté ici à Henri Murger, Bezrat Hashem. C'est les Gdolei Hador qui m'envoient. D'accord? C'est pas Stam. Le Rav Ishaï, il n'a pas débarqué de nulle part. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc les Gdolei Hador, c'est le Rav Nissim Karelitz qui m'envoie en France pour aider la Kihila à augmenter de niveau en tant que Dayan. Il y a différents Dayanim qui ont déjà commencé à s'occuper du Kollel du Rav David Pintos. C'est aussi un des Dayanim de notre Beddin, le Rosh Kollel à l'heure actuelle, le Rav Asher Vind. Et on va, Bezrat Hashem, faire en sorte de faire monter la Kihila en partenariat avec tous les différents Raché Kihilot. Ça dépend du mari, il faut s'adapter en fonction de la situation. Exactement. Mais toutes ces questions de Shalom Bayit et de différents dans la communauté, on est aujourd'hui des rabbanim francophones, dayanim, formés par les Gdolei Hador. On va venir ici pour vous aider à régler tous ces problèmes-là, gratuitement, en plus. Hein? Baruch Hashem, Baruch Hashem. On est en train, voilà, on s'occupe, on vient. Ils sont là les rabbanim. Baruch Hashem, voilà. Bonheur, merci d'être venu, merci pour cette conférence. Mais on avait dit un tiercé, c'est un quartet alors. Une dernière question, madame. Une dernière. Merci. Bezrat Hashem, le minyan, il a eu lieu où? Ici? À Pantin. À quelle synagogue? C'est quoi l'adresse? Au cimetière. Ah, au cimetière de Pantin. Vous montez au... Voilà, ceux qui peuvent, Bezrat Hashem, demain matin, c'est à quelle heure? À midi. Bezrat Hashem. Ceux qui peuvent, c'est une grande mitzvah. C'est le mois, hein? Compléter un minyan. L'année, vous avez pas vu l'année? Je sais pas, devant l'entrée. Devant l'entrée à midi. Bezrat Hashem. Pour ceux qui peuvent, c'est une très grande mitzvah. Voilà. Merci à tous d'être venus. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'une fois que tout le monde va sortir et que je vais tirer la porte, plus personne ne peut rentrer, même pas moi. Donc n'oubliez rien à l'intérieur, sinon ce sera demain matin. Voilà.